quand tu es dans une ville, t'as pas de guide, tu vas dans un restaurant dans lequel il y a plein de monde. Sur Airbnb, tu cibles d'abord là où t'as des bons ratings. Sur Ulule, l'équivalent du rating, c'est le nombre de contributeurs, le taux de financement de la jauge et le nombre de commentaires. Et donc, le plus vite possible, il faut être dans une dynamique de succès avec une jauge qui est aussi proche possible que de 100%. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai le grand plaisir de recevoir Arnaud Burgot, qui est le directeur général de Ulule, que vous connaissez évidemment tous, mais si vous ne connaissez pas, on va vous raconter ce que c'est. Salut Arnaud, ça va ? Salut Laurent, ouais, ça va très bien et toi ? Ouais, je suis très heureux de te recevoir pour plein de raisons, mais la première et la plus évidente, c'est que tu étais sur ma liste depuis un bout de temps, enfin toi, Ulule plutôt, la moitié de mes invités ont lancé leur business grâce à Ulule ou des plateformes de crowdfunding, mais c'est Ulule qui revient très souvent. Ulule, chers auditeurs, chères auditrices, est une plateforme de crowdfunding, la première en France, mais pas que, qui a été lancée en 2010. Vous avez élargi l'offre, les chakras depuis. Et Kabaya, Morphée, Zeta, Shoes, Lorbamin, 900 Care, Inga, qu'on a écouté il y a pas longtemps, qui a battu des records, mais pas que, je l'ai découvert en préparant cet épisode. Circle, Sportswear, les Mini-Mondes, Asphalt, Luni, Respire, bref. Ils sont incroyablement nombreux à s'être relancés via Ulule. Et au cours des épisodes, je découvre qu'il y a une méthode, il y a une secret sauce qui ne garantit pas le succès, mais qui en tout cas vous donne un maximum de chances d'arriver au succès lorsque vous lancez une campagne. Et c'est bien le but de cet épisode avec Arnaud, c'est vous donner les 6 points clés pour préparer, lancer et performer avec une campagne de crowdfunding pour vos produits, pour votre lancement ou le lancement de nouveaux produits, puisque c'est le cas pour certaines des marques qui font régulièrement des nouvelles campagnes. Oui, énormément. Il y en a 20% des projets qui sont sur Ulule qui ont déjà lancé une campagne par le passé. 20%, donc, un projet sur 5 qui a déjà lancé une campagne par le passé et qui réutilise Ulule. Et qui reviennent parce que ça rentre complètement dans leur business model, dans leur modèle de lancement. Il y a même des cas d'usage surprenants comme celui de justement Benjamin Beer de Inga. Inga, je vous invite à écouter l'épisode, qui a fait 500K, je crois, sur plus ou moins 500K sur Ulule, et surtout qui a retardé le lancement de son e-shop Shopify en direct to consumer parce que ça marchait très bien sur Ulule et qui a étendu, je crois, ça. Ouais, il a utilisé la feature de prolongation qui est post-collect. Tu peux laisser ta page en ligne et continuer à engranger des précommandes, et donc il a utilisé ça pendant 3-4 mois. Ouais, 3-4 mois, c'est ça. Plus le mois de campagne, plus les mois de préparation, enfin presque un semestre grâce à Ulule. Bref, Arnaud, très heureux de te recevoir, plein de secrets que tu vas nous livrer, je l'espère. Mais je disais, quand financement participatif, mais pas que, vous êtes lancé en 2010, c'est ça ? T'es arrivé presque au début d'ailleurs. Alors moi j'ai rencontré les fondateurs en 2010. Je portais un projet entrepreneur avec un ami et on avait besoin d'associés web, parce qu'on n'était pas du tout du web, et c'était un projet web qu'on avait. En fait, on va les rencontrer, parce que les deux fondateurs, c'est Alexandre Bouchereau et Thomas Grange. Alexandre, il a créé Fluctuate.net en 98, donc c'est un dinosaure du web. C'était Fluctuate.net, c'est le premier webzine culturel en France, un peu un Télérama online. À l'époque des modems 56K, et Thomas, il a créé Ado.fr quand il avait 16 ans dans sa chambre, et les deux ont été rachetés par Doctissimo, et donc ils se rencontrent chez Doctissimo. Il y en a un qui devient DG, l'autre qui devient directeur technique, et Doctissimo est racheté par la Gada Active, et au bout de 2 ans ils partent, début 2010, et ils partent, et un de mes potes avec qui je portais un projet entrepreneurial, il savait pas pour aller faire quoi, et donc on va les rencontrer. En fait, ils étaient en train de monter Ulule. Et donc, de fil en aiguille, je vais faire l'histoire courte parce que c'est une histoire longue, ça a duré 1 an de discussion. Mais en fait, c'est nous qui avons abandonné notre projet et fini par les rejoindre. Et avec le projet dans la structure à l'époque qui s'appelait Semio, qui portait Ulule, de monter une deuxième activité
qui est devenu Botify et qui était en fait une activité d'analytics SEO, donc optimisation de référencement dans les moteurs de recherche. Et donc ce groupe de 2 fondateurs plus nous deux, mon pote et moi qui sommes arrivés dedans, on a monté un dragon à 2 têtes, ce qui est super déconseillé en entrepreneuriat, dans la même structure juridique, avec des business qui avaient des connexités, parce qu'il y avait des compétences communes. Quand tu fais du SEO, ça sert quand tu fais du web de contenu comme Ulule et quand tu fais de l'analytics SEO. Mais en soi, c'est pas du tout les mêmes clients, c'est pas du tout les mêmes problématiques business, c'est pas les mêmes compétences dont tu as besoin, et puis c'est pas les mêmes exits. Donc en fait, avec ce setup-là, c'était impossible de lever des fonds. Donc on a fini, il y a plein de problématiques de désalignement, même si c'était une histoire géniale. Désalignement de boîte, pas forcément de... Oui, exactement. Non, pas entre associés. Entre associés, ça se passait très bien, même si par moment, quand tu as 2 activités aussi différentes, et que tu es 4 dessus à y réfléchir, c'est compliqué de réussir à penser les 2 activités, à prioriser entre les 2. Alors on l'a fait pour des bonnes raisons, c'est qu'en fait on voulait pas lever des fonds tout de suite et on voyait qu'Ulule allait mettre assez longtemps en fait à être break-even. De par le business model, alors que l'activité SEO, dès le démarrage, il y avait du conseil, et donc qui générait de la trésor, qui a permis de financer le démarrage d'Ulule. Et donc, on a fini par séparer, faire une scission des 2 activités fin 2013, à l'époque où les 2 boîtes étaient break-even, donc ce qui te met en meilleure position pour lever des fonds, évidemment. Et donc, maintenant, c'est 2 structures différentes, puisque Botify a fait une première levée, maintenant ils sont à leur 3e levée, mais première levée en 2015, nous, Ulule, on a fait une levée en 2016. Et donc maintenant, voilà, on s'est réaligné entre associés, il y en a 2 qui sont partis d'un côté, 2 qui sont partis de l'autre, les équipes sont différentes, mais voilà, ça a été ça le tout démarrage entrepreneurial. C'est presque un startup studio. C'est presque un startup studio. 2 produits complètement différents, voilà. Des équipes, des business models différents. Ouais, c'était presque un startup studio, sauf que c'était avec les mêmes équipes de base. Donc c'est ça qui était pas forcément hyper évident, mais très très content de l'avoir fait avec du recul. Mais t'as des moments, je me souviens où on allait voir Isaïe, parce que Ulule en fait ça faisait beaucoup de bruit. Et donc au démarrage, Botify il n'y a pas encore un tool. Maintenant ils ont un tool qui est vraiment hyper puissant, donc très 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 connu dans le secteur. Mais au démarrage c'était Ulule qui attirait beaucoup. Et donc il y avait des investisseurs qui venaient nous contacter, pour discuter comme le boulot de tout VC quoi. Et quand on leur a expliqué notre truc, je me souviens de Jean-David Chamboredon qui nous a dit mais les gars en fait jamais vous lèverez des fonds avec ça quoi, c'est pas possible en avec fait. Ulule. Non avec le bateau, avec un bateau dans lequel vous avez le double bateau dans lequel vous avez Ulule et Botify dans le même truc, parce qu'en fait un VC réfléchit toujours exit potentiel, comment il fait pour sortir. Et en fait, ils voyaient bien que sur les 2 business, c'était pas du tout les mêmes exits potentiels et qu'il y avait un problème aussi pour les cofondateurs, comme on avait tous les 2 les pieds dans le même bateau. Si tu avais une boîte qui se mettait à cartonner alors que l'autre marchait moyennement, lui, il avait peur d'avoir mis des billes dans le bateau. On servait à rien. Voilà. Et donc, on se concentre tous sur l'autre bateau. Donc voilà, ça crée toutes ces problématiques-là. Il a fallu qu'on sépare les 2 bateaux pour aussi pouvoir plus se focaliser. Et donc, moi, je suis arrivé là-dedans à plein temps fin 2011. Donc il y a bientôt 12 ans. Ok. Sur un métier, alors on n'a pas préparé longtemps aujourd'hui parce que je voulais qu'on garde un maximum de fraîcheur pour l'entretien, donc c'est bien. Mais tu me disais quand même, autour du café tout à l'heure, on n'a pas bu de café en fait. Tu me disais quand même tout à l'heure que en 2010, quand ils te présentent leur projet, tu dis mais qu'est-ce que c'est que ça quoi. Alors oui, parce que en parcours le crowdfunding, moi je viens pas du tout du web à la base, donc j'ai fait une école de commerce et puis une majeure en finance, je suis allé jusqu'à passer le diplôme d'expert comptable en faisant 6 ans chez PwC, donc grand cabinet d'audit. J'ai fait tout ça parce que je voulais maîtriser à fond tout ce qui était gestion, compta et droit, parce que j'avais parlé avec des entrepreneurs qui m'avaient dit en fait commence par maîtriser ça. Le reste apprendra sur le terrain, mais ça, si tu maîtrises pas, je me souviens de quelqu'un qui m'a dit, mais c'est comme si tu voulais faire la course de Formule 1 sans rien connaître à la mécanique. Tu vas être dépendant toute ta vie de gens qui vont te raconter ce qu'ils veulent en termes de mécanique. Tu seras incapable de comprendre, de les challenger. Donc commence par apprendre ça, puis le reste apprendra sur le tas. Donc moi, j'ai suivi ça. Mais donc j'arrive, quand je les rencontre, même si je voulais faire de l'entrepreneuriat et je bossais sur un projet avec un de mes amis, je bossais pas dans le web. En 2010, quand t'as jamais bossé dans le secteur, enfin en tout cas moi quand on m'a pitché le truc, ils me disent ok alors on va faire un site sur lequel les gens vont mettre en ligne les projets qu'ils veulent faire et d'autres personnes vont leur donner de l'argent avec en échange des contreparties en nature qui sont liées au projet, mais la plateforme ne garantit absolument pas la livraison. Je me dis ok, je sors du truc, je me souviens, je me dis j'en discute avec Adrien Ménard maintenant qui est le CEO de Botify et je me dis mais attends, mais le truc ça va jamais marcher là, c'est quoi Et en fait pour eux c'était évident parce qu'ils bossaient dans le web depuis des années, qu'ils avaient vu toute l'évolution des usages.
qu'ils avaient vu toute la culture de la contribution, que Alex, en 2001, sur Fluctuate.net, il avait fait une souscription en ligne parce que c'était c'est du web gratuit, il avait un peu de pub, ça monétisait assez peu à l'époque, et par contre, il y avait des gens qui lui demandaient de nouvelles fonctionnalités sur le site. Et donc, lui s'était dit, je vais essayer une souscription. Il voit qu'en fait, il y a des gens, effectivement, qui lui envoient, à l'époque, pas mal de chèques. Donc, en fait, très tôt, il avait eu cette intuition-là, et pour lui, à force de suivre l'évolution des usages du web, c'était une évidence. Voilà. Il n'y a pas de sujet. Mais moi, en 2010, je venais pas de là. Il me pitch. Au début, je me dis, ça va jamais marcher. Après, le site est sorti. J'ai vu la première version, parce que je l'ai rencontré en mai 2010, la première version du site, elle est live en juillet 2010. Très vite, quand je l'ai sous les yeux, on passe d'un truc théorique à des écrans qu'on voit comment ça fonctionne. Ok, je comprends. En fait, c'est de la digitalisation de la collecte de Love Money, la base de ce qu'est Ulule. Donc là, ok, une fois que tu l'as sous les yeux, tu dis, en fait, si, il y a carrément un truc à faire. Mais au début, non, j'ai pas compris. C'est marrant. C'est assez early parce que ils en parlent en 2010. Enfin, ils se lancent en 2010. Je vérifiais là parce que j'avais un doute. Mais Kickstarter, en fait, c'est 2009. Je faisais le malin tout à l'heure en disant que c'était hyper connu quand je vivais à New York. Mais en fait, c'était vraiment vers la fin, je pense, avant que je parte, parce que je suis parti fin 2009, que ça commençait à faire du bruit. Indiegogo, c'est 1 an plus tôt. C'est très early dans le monde du crowdfunding, le moment où vous lancez, ils lancent Ulule. Ouais, c'était dans les premiers en France. En fait, auparavant en France, alors t'as eu Mail Major Company, mais qui était différent, qui était sur des royalties à la base dans le domaine de la musique. Et encore, ensuite, ils ont pivoté pour venir sur notre modèle. Et t'as KissKiss, mais alors KissKissBankBank, qu'on n'avait pas du tout dans le viseur, mais qui se lance juste quelques mois avant, qui au début était focalisé sur la musique, si j'ai pas de bêtises, et puis qui deviennent généralistes petit à petit. Donc, ouais, c'est ça. De toute façon, après, comme toutes les bonnes idées, généralement, si t'es le seul à lancer, c'est que c'est pas une bonne idée. Voilà, donc ça se focalise au même moment, mais effectivement, t'avais déjà, eux, ils suivaient ça. Ça faisait très longtemps que ça leur trottait dans la tête de faire ça. Ils voient Kickstarter qui se lance quelques mois avant aux USA. Ils voient surtout l'émergence des réseaux sociaux pour eux qui est le déclencheur. Ils disent, ok, maintenant, pour faire du bouche à oreille et du communautaire en termes de collecte de fonds, il y a les outils qu'il faut. Donc ils disent, ok, c'est maintenant qu'il faut y aller. Mais ça faisait pas mal de temps que c'était un truc où pour eux, il fallait développer ça. Ok. Qu'est-ce qui fait la différence dans le crowdfunding ? Parce qu'il y en a, c'est un peu come and go. Il y a eu beaucoup d'acteurs. Ouais, il y a eu reste plein pas forcément d'acteurs. beaucoup. 2 trucs majeurs pour moi. Le premier, c'est la tech. Nous, t'avais dans les fondateurs des gars super bons web de contenu. Et donc, un outil, un site designé pour être très bon en termes de référencement. Et en fait, Ulule, une des magies du modèle, si tu veux, c'est que c'est des contenus qui sont créés par les utilisateurs. C'est de l'acquisition utilisateur qui est faite par les porteurs de projets, parce que quand ils mettent leur projet en ligne, ils communiquent à toute leur communauté. Mais donc, c'est du web de contenu. Et en termes de référencement, on avait clairement la backend qui était la mieux foutie. Ça a été développé à la base par Thomas Grange, qui est celui qui a fait le CMS de Doctissimo. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui est très, 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 très bon là-dedans. Et c'est des gens qui faisaient du SEO depuis des années et des années. Et le deuxième point clé, c'est qu'en fait, dès le début d'Ulule, nous, on fait de l'accompagnement. C'est-à-dire que c'est pas juste une plateforme sur laquelle tu mets ce que tu veux en ligne. Tu as un coach attitré qui te donne des conseils pour réussir ta campagne. Et en fait, on a fait ça comme outil de différenciation et comme outil d'accompagnement. Et ce qu'on a fini par comprendre, on l'avait pas complètement imaginé comme ça à la base, mais on a fini par vraiment comprendre que ça avait été hyper important, parce qu'en fait, nos meilleurs commerciaux, en réalité, c'est les porteurs de projets. Parce qu'un porteur de projet qui cartonne, il y a plein de gens qui voient passer son projet, qu'est-ce qu'ils font ? Ils lui passent un coup de tel ou ils le contactent pour lui dire « J'ai vu que tu avais utilisé Ulule pour ton crowdfunding, est-ce que tu es content ?» Et en fait, chez nous, ils ont eu un coach attitré qui leur répond hyper vite, qui leur donne des conseils. Donc en fait, ils sont super contents de l'expérience, on a un lien fort avec eux. Quand tu vas sur une autre plateforme, où en fait t'as pas ça, t'as pas du tout la même expérience. Donc en fait, c'est assez rare que quelqu'un fasse un Ulule, puis ensuite bouge sur une autre plateforme pour une autre campagne, alors qu'en sens inverse, c'est très fréquent. Donc on a un taux de recommandation des porteurs de projets qui est très très fort. Mais t'en as qui vont essayer d'autres plateformes ensuite. Pourquoi est-ce qu'ils partiraient ? Pourquoi est-ce qu'ils partent ? Alors parce que parfois t'as de la négo entre plateformes. Le jeu, c'est éventuellement d'aller voir 2 plateformes et dire lui il me propose ça comme mise en avant, toi qu'est-ce que tu me proposes, lui il a accepté de négocier la commission, toi qu'est-ce que tu proposes. Tu peux négocier quand t'es un gros acteur. Ouais, même si on a des modèles de marge qui sont assez faibles, donc voilà, tu peux négocier quand c'est plus facile de négocier quand t'es un gros acteur ou que tu viens de façon récurrente, ou que on a beaucoup de choses à faire avec beaucoup d'acteurs, donc peut y avoir des marges de négo. Je me suis fait cette réflexion récemment. Je crois que c'est Philips qui lance un projecteur, un vidéoprojecteur en courte focale, que tu peux coller au mur et qui éclaire au-dessus là, et qui faisait une campagne de crowdfunding, et je trouvais ça surprenant. Et en fait, je me suis dit que c'est vraiment devenu un outil marketing en plus. Ouais, c'est un outil marketing. Ouais. Après, Philips, je pense que c'est pas le plus facile pour ce type d'acteur, parce que c'est toujours une question de légitimité quand même pour accepter de faire une avance de trésorerie à un acteur, et t'as une démarche
un peu altruiste quand même dans le crowdfunding quand tu fais un acte de prévente et que tu achètes plusieurs mois à l'avance, un peu sur PowerPoint, quoi, enfin PowerPoint digital. Donc c'est pas toujours le plus évident pour ces acteurs-là. Attends, je comprends pas ce que tu dis. Pour moi, j'ai plus de facilité à, j'ai plus de confiance. Je trouvais ça surprenant. Je me dis, Philips, ça n'a pas besoin de le faire. Donc c'était ça qui m'a surpris. Non, Philips n'a pas besoin de le faire et tu auras peut-être plus confiance dans la capacité de Philips à délivrer ça. Pour autant, est-ce que tu vas pas plutôt attendre qu'il sorte parce que tu sais que c'est Philips et qu'il va sortir, et qu'il va sortir plutôt que de payer à l'avance 4 à 6 mois avant, alors que Philips, tu dis pas que c'est un acteur qui a besoin de trésorerie. Tu vois, il y a ça. T'as une démarche très altruiste dans le crowdfunding. Potentiellement, t'es pas en train d'attendre comme tout le monde que ça sorte en magasin. T'es en train d'aider une boîte à développer un nouveau projet. Faut que tu aies un minimum de légitimité en termes de perception du public à se dire oui, cet acteur-là, c'est logique qu'il ait besoin de cet outil-là. Donc Philips, ils peuvent le faire, mais ça crée une difficulté. Ça crée une difficulté un peu plus forte que pour des acteurs sur lesquels no-brainer, c'est des nouveaux entrants ou c'est des petites boîtes. Tu dis bah ouais, c'est sûr qu'ils ont besoin d'un coup de pouce. Vous avez eu des expériences avec des acteurs installés Oui, on a eu une expérience avec Orange. Figure-toi. Orange a lancé une campagne de crowdfunding sur Ulule. Tout à fait. Pourquoi Merde, attends, c'était quoi déjà? Putain, c'était il y a longtemps. C'était quoi? C'était un téléphone vintage connecté. Et ça sortait de leur lab d'innovation. Et en fait, pour eux, c'était très légitime parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils ont plein de labs d'innovation dans lesquels tu as énormément de projets qui ne sortent jamais des cartons. Et donc, en fait... toute la partie innovation d'Orange était supramoteur en disant mais ce serait génial qu'on puisse faire ça parce qu'il y a plein de projets, on n'arrive jamais au stade du test marché, alors que là ça nous permet de faire ça et potentiellement de montrer une viabilité pour ensuite le produire à grande échelle. Et donc en fait ils ont, je sais plus, c'est 80% des projets qu'ils développent qui sont prêts potentiellement à industrialiser ou ils vont jamais au bout. Et donc grosse frustration. Mais dans un groupe de cette taille-là, évidemment, ça posait des questions à la communication. Il y a des personnes qui disaient attends, est-ce que c'est bien qu'on fasse ça? Qu'est-ce que ça dit en termes d'image? C'est parfois compliqué dans les gros groupes parce que tu as des visions de ça qui sont très 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 différentes parce que ça joue effectivement sur la perception de la marque et de comment le crowdfunding et le fait de faire un crowdfunding est perçu par les publics. Voilà. Et donc eux, ça a bien marché. T'avais des personnes qui étaient à fond derrière parce qu'ils étaient passionnés par l'innovation. T'en as d'autres qui bâchaient le truc en disant bah non, Orange, attends, pourquoi je ferais? Bon, enfin bref. Et nous là-dedans. On était partie prenante de dire que c'est intéressant que les grands groupes puissent aussi utiliser ça justement dans une démarche d'innovation, que c'est hyper intéressant comme outil d'innovation. Ok. Le téléphone s'appelait le Neo Rétro. Voilà. On trouve des articles, mais on trouve plus l'affiche. Et voilà, si vous voulez creuser, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a Flotte aussi qui lance une campagne pour le Made in France. Flotte est passé il y a pas longtemps. Je sais pas ça. Quand date la campagne. Elle est toute récente. Hein. Flotte, c'est live. Ouais, c'est ça. Mai 2023, elle est live. Elle est live. Elle est en cours. Super épisode que je vous invite à écouter aussi. C'est marrant parce que de toutes les marques que j'ai reçues sur le panier, c'est l'une des seules qui s'est pas lancée. J'exagère, en crowdfunding. Elle s'est lancée, Flotte. Alors, écoutez l'épisode, c'est génial. Mais en gros, ils ont fait 12 ou 13 prototypes de leur kawaii en textile recyclé aux couleurs vives en Chine. Ils ont fait un shooting un peu pro sur les quais de Gemap à Paris. Ils ont pris un stand au Who's Next, qui est un salon fashion lancement. Et à ce stade-là, à ce moment-là, ils avaient dépensé, je crois, 15 ou 20 000 euros en pré-lancement. Et ils ont pris sur le stand du Who's Next 100 000 euros ou 150 000 euros de commandes en B2B, donc des agents, des revendeurs pour leur magasin. Et ça leur a permis d'accélérer le lancement. C'est assez original. J'avais pas souvent eu sur le panier. Donc, chers auditrices, chers auditeurs, je vous invite à écouter l'épisode pour vous ouvrir les chakras. Alexandre Boucherot, Boucherot, si vous cherchez, et Thomas Grange, Grange. Ah, Thomas, tu crois qu'il nous écoutera? C'est possible, oui, je pense. Il a sur son LinkedIn un screenshot de comment il s'appelle, le jour de la marmotte, Groundhog Day. Je connais pas. Bah, c'est un film incroyable. Alors c'est un truc, genre on fait une parenthèse et je vais vous raconter un truc très personnel, mais c'est un film dans lequel Bill Murray va faire une enquête, il est reporter télé et il va faire une enquête à Punxsutawney en Pennsylvanie. Où chaque année le 6 février il y a une marmotte qui s'appelle Phil et on se met devant sa cage. Si elle sort, enfin de sa cage ou sa grotte, je sais plus, si elle sort, c'est que il va faire beau assez rapidement et que le printemps est au coin de la rue. Si elle ne sort pas, c'est qu'on se tape encore 6 ou 8 semaines, je sais plus quelle est la légende d'hiver. Et c'est devenu une sorte de grosse fête populaire à Punxsutawney en Pennsylvanie où j'ai été avec deux potes, parce qu'on est grands fans de ce film et que c'était un peu notre pèlerinage d'aller à Punxsutawney au fin fond de la Pennsylvanie. Je connais pas ce film. Pour le jour de la marmotte. Groundhog Day. Non, je l'ai pas vu. Mais Thomas doit être fan. Voilà. 2010, boom, 2023, 13 ans plus tard, plusieurs offres. Donc le crowdfunding est toujours au cœur du sujet.
Vous avez été labellisé B Corp en 2015. Oui. Une des 25 premières entreprises françaises. Une des 25 premières entreprises françaises à être labellisée B Corp. Et aujourd'hui, plusieurs métiers. Et aujourd'hui, plusieurs métiers. On a diversifié petit à petit, en fait, pour étendre ce qu'on propose aux créateurs. Parce qu'il y a, chaque année, on reçoit 25 000 propositions de projets. Et t'en as que 6 à 7 000 qui se lancent effectivement en financement participatif. T'en as plein là-dedans qui étaient des choses farfelues pas abouties, mais t'en as plein aussi qui sont tout simplement pas assez matures. Et donc on s'est dit, comme on fait du coaching au crowdfunding, pas assez mature, c'est vous qui le décidez ou c'est eux qui s'en rendent compte? Les deux. C'est un mix des deux. C'est un mix des deux, ou c'est tout simplement des personnes, si tu veux, qui sont au stade de l'idée. Et parfois, quand tu es au stade de l'idée, tu commences à faire des choses, et c'est de toi-même, tu te rends compte qu'en fait, bah non, t'as pas tout ce qu'il faut, tu vois. Comment tu fais pour faire une présentation sur une page pour que ce soit clean, alors qu'en fait, ton truc, il est pas encore clair. Qu'est-ce que tu vas proposer comme contrepartie alors que t'as même pas fait des protos, etc. Donc non, c'est vraiment un mix des deux, mais simplement, ça montre qu'on avait très naturellement la perception de plein de gens comme étant un hub de lancement de projet, sauf qu'en fait, on fait qu'une partie très, 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 très précise avec le crowdfunding, qui est vraiment le lancement. Et qu'en fait, toute la vie avant, on est potentiellement très légitime pour le faire aussi, parce qu'en fait, on accompagne aujourd'hui sur le crowdfunding. Donc, en fait, coacher les gens, c'est notre cœur de métier depuis le début d'Ulule. Donc, on s'est dit, mais en fait, on est trop cons. Faut qu'on fasse de la formation. on a mis, non seulement ça aiderait énormément les créateurs, mais en plus, en plusieurs années, on a mis des milliers de leads à la poubelle. Et c'est très, très, très complémentaire de ce qu'on fait. Et donc, on est devenu organisme de formation certifié. Et donc, depuis 2020, on fait des formations sur le crowdfunding qui sont éligibles au CPF, sur l'entrepreneuriat, et plus spécifiquement l'entrepreneuriat impact, et sur le marketing digital, qui sont que des choses qui te servent à développer des projets, notamment en crowd. Et on se met maintenant à développer des offres pour les entreprises, parce qu'en fait, on a aussi des clients corpo, je vais en parler un peu après, où là, c'est sur le domaine de l'impact, parce que nous, on est une boîte impact très engagée, et c'est vraiment ce qui nous intéresse profondément. Et donc, c'est des formations qui sont faites pour aider les entreprises à se bouger, et notamment réduire leurs émissions de CO2. Donc, on propose évidemment la fresque du climat, 2 tonnes, etc., mais aussi une formation qui est la carto des actions, et qui est un atelier de mise en action de l'entreprise, un atelier collaboratif pour réfléchir à toutes les actions que l'entreprise peut faire pour réduire ses émissions de CO2. Et donc, qui est un peu le pendant de la fresque. La fresque est dans un truc vraiment de prise de conscience scientifique sur la problématique. Sauf que nous, on trouvait que ça manquait peut-être un peu OK, mais très concrètement, au sein de la boîte, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et donc, c'est pour ça qu'on a développé cette offre-là. Voilà, donc ça, c'est un portefeuille qu'on étoffe sur la partie formation. Donc, en fait, ce coaching que tu avais sur la partie crowdfunding, tu l'as étendu à l'avant. On l'a étendu potentiellement à l'après, selon l'usage qu'on peut en faire, quoi. Ouais, exact. Bah oui, parce que t'en as plein qui sont aussi dans l'après. Et troisième métier qu'on a lancé en 2020 en partenariat avec Maïf, c'est on a lancé une place de marché. Alors le temps que ce soit diffusé, ce sera sur boutique.ulule.com. C'est live dans 2 jours. En fait, aujourd'hui, c'est sur Bien ou Bien. Et là, on regroupe tout au sein d'Ulule sous marque Ulule. Et donc, toute la partie transactionnelle donc toute la vente se fait sur Ulule. On a un nouvel espace qui va apparaître dans 3 jours, où tu as 8000 produits qui sont sélectionnés sur double critère social et environnemental. Et donc là, la logique, c'est l'après Ulule. Comme on a des tonnes de produits qui se lancent, tu as cité plein de DNVB que tu as rencontré toi aussi. On a une communauté de personnes qui sont hyper intéressées par tous les sujets de l'impact social et environnemental, qui cherchent à mieux consommer. Sauf que quand tu cherches à mieux consommer, sans greenwashing, sans social washing, pour ceux qui font l'expérience, c'est un peu une galère. Des vraies boîtes qui sont double critère. Et donc, nous, on fait la sélection, on les propose. Et donc, ça permet d'avoir un canal de distribution pour des entreprises qui sont passées par chez nous, mais pas que. Et un canal de promotion de ces actes de consommation engagés. Voilà. Donc, c'est complémentaire. L'idée, c'est d'accompagner vraiment toute la création de... quand tu es en phase de formation, puis le lancement, puis la distribution. Voilà. Ok. Redonne-moi l'adresse. À boutique.ulule.com, mais en Tout fait, simplement. on le trouvera directement sur Ulule. Ce sera en page d'accueil. Alors, la nouvelle page d'accueil, parce qu'il faut évidemment refaire la page d'accueil, parce que tout ça est très bien raconté, comme tu peux le voir aujourd'hui sur Ulule. Ça se voit pas du tout. Non, ça se voit très peu. On a un nouveau header. Et donc, on réintègre la boutique, et puis ensuite, nouvelle page d'accueil qui va sortir en juin, et qui présentera enfin beaucoup mieux ces 3 métiers, la complémentarité de ces 3 métiers, voilà, parce qu'on a refait en même temps la plateforme de marque, etc. Enfin, tout le boulot qu'il y a à faire là-dessus. Et ce que j'ai pas dit, c'est qu'on bosse aussi avec des grands groupes, des corpos, type Engie, Contrex, Veolia, BNP Paribas, etc. sur initialement le métier du financement participatif, parce qu'en fait, c'est une nouvelle façon pour elles potentiellement de faire du mécénat ou du sponsoring. Et donc, on crée des dispositifs d'appel à projet avec ces entreprises-là, où elles viennent soutenir des projets
qui sont en crowdfunding et sur lesquelles viennent les cofinancer, leur donner de la visibilité. Et donc, elles s'associent au dispositif du crowdfunding en leur donnant une visibilité, un financement additionnel. Et donc, est-ce que tu as un exemple là de projet live qu'on peut aller voir qui serait soutenu je te prends au dépourvu. Je me prends, alors t'en citer un, non. Qui sont les partenaires en ce moment-là ? Quand tu vas en page d'accueil en fait d'Ulule, tu descends sur la page d'accueil et tu as tous les dispositifs qui sont en cours. Et donc tu peux voir les pages, on a des channels en fait, un peu comme sur YouTube où tu vois le dispositif de la marque, donc type en boucle avec Electrodépôt, qui est en phase d'appel à projet, donc là tu n'auras pas encore de projet live. Et tu peux, quand les projets sont live, tu vois qu'ils sont soutenus par la marque, tu le retrouves directement depuis la channel. Okay. Et toute personne qui arrive sur la page de projet voit le dispositif parce qu'en fait c'est sous l'image principale et quand tu soutiens, tu t'es informé que pour chaque euro que tu as mis, la marque a abondé de 1 euro. Alors c'est plafonné, hein, souvent c'est des dispositifs de quelques milliers d'euros d'abondement, mais donc ça apporte une visibilité, un cofinancement additionnel, une forme de labellisation. Puis tu as plein de grosses boîtes qui s'en servent aussi comme des mécaniques d'open innovation parce que ça les intéresse de rencontrer des créateurs qui sont sur leur thématique pour créer des liens aussi en interne. Ça sert en animation interne des équipes, des collaborateurs, en mécanique d'engagement. Enfin, voilà, c'est une nouvelle façon d'engager des grandes entreprises de façon un peu plus disruptive que du mécénat ou du sponsoring à la papa, si je puis dire. Voilà, donc ça c'est métier complémentaire avec, enfin même cœur de métier, mais en fait pour une typologie de clients, de partenaires qui est un peu différent du grand public. Et quelques chiffres à date. Alors à date, plus de 40 000 projets soutenus. Ouais, 43 000 projets financés avec succès. Ouais. 260 millions d'euros collectés. Et puis taux de Ce qui fait quoi ? Ce qui fait 30 millions. On est sur du 30 millions par an à peu près. Ok. 4, 5, 6, 7 000 projets, 6, 7 000 euros par projet. Je vais pas dire de bêtises. Ouais, en moyenne. En moyenne. Ouais, alors faut faire attention aux moyennes parce que tu as des écarts très importants, voilà. Avec des la moyenne, la moyenne est un vraiment mauvais indicateur pour le coup. Parce que tu as plein de petits projets à moins de 4 000 euros, des projets personnels. Et pour le coup, dès que tu as un projet, typiquement quand tu regardes par typologie, dès que c'est porté par une société commerciale, c'est-à-dire généralement tu as plutôt une équipe, c'est plutôt structuré derrière, la moyenne elle passe tout de suite à 15 000 euros. Ok. Voilà, donc tu as des très grosses différences. Presque 5 millions de membres, mais une stat qui est intéressante, c'est tu as 80% de projets qui aboutissent. Qui réussissent à être financés sur Ulule. Qui réussissent à être financés. Parce que tu as une mécanique alors d'origine, parce que maintenant tu peux faire du don pur et dur sans objectif. Ça, c'est une feature qu'on a rajouté pour des projets qui sont plus dans le champ de la solidarité. Mais sur des projets qui sont dans le domaine de la prévente, quand même ce qui nous intéresse plus aujourd'hui avec toi, il y a un objectif à atteindre dans un laps de temps donné. Et donc si tu l'atteins ou que tu les passes, t'es considéré comme étant en succès. Et donc avec tout le travail de coaching qu'on fait des porteurs de projets, notre but c'est de maximiser leurs chances de réussite parce que on pense que l'échec c'est pas forcément une super expérience pour eux et on a un vrai alignement là-dessus parce que nous si jamais tu ne réussis pas, on n'a pas de revenus parce que notre chiffre d'affaires c'est une commission sur les fonds collectés uniquement en cas de succès. Et donc si tu échoues, c'est même pire que ça parce qu'on a des coûts transactionnels parce qu'en fait il y a eu des paiements cartes qui ont été émis et on rembourse tout le monde. Donc on se prend les frais transactionnels aller-retour mais on n'a pas du tout de revenus en face. Donc on a intérêt à ce que les gens réussissent et on les coach dans ce sens-là. Et on a une équipe de 8 personnes qui font ça à plein temps. Voilà, toute la journée, qui font que coacher des créateurs. Coacher des créateurs pour que leur projet aboutisse et réussisse. Ouais, okay. Exactement. C'est quoi la com ? C'est 8% TTC. Donc, pour ceux qui récupèrent la TVA, c'est 6,67 hors taxe. Voilà, il n'y a pas de frais cachés, ça couvre absolument tout. 6,67, c'est un arrondi, donc c'était 6,66 à la base, j'imagine. Ouais, exactement, oui. Pourquoi ce chiffre ? Non, parce que c'est juste 8% qui est là. Quand tu divises par 1,2, ça fait 6,67 hors taxe. Voilà, tout simplement. Et une seule levée de fonds en 2016 ? 2016. Donc, donc la société est rentable ? Ouais, tout à fait. Ok. Cool. Écoute, merci infiniment. C'est passionnant. Vous êtes un acteur incontournable de l'entrepreneuriat en France et je trouve ça très cool. À mission en plus. Non, B Corp, pardon. Pas à mission. B Corp. Alors, on n'est pas entreprise. Nous, on se définit comme une entreprise qui a une mission. Mais maintenant, c'est l'entreprise émission, c'est un truc très précis. On n'y va pas parce que alors moi je suis au comité de mission de Maïf Avenir, donc je vois ce que ça implique. Ça rajoute pas mal de temps. Il faut avoir un comité de mission spécifique, il faut sortir un rapport chaque année, il faut que ton rapport il soit audité par un auditeur. On est une boîte de 50 personnes, on a déjà 3 activités avec 2 types de clients. On s'est dit, ok, en fait, on est déjà impact by design. Est-ce que c'est nous qui avons le plus besoin de ça ? On s'est dit non, là, on le fera un jour. Mais aujourd'hui, on a trop d'autres trucs à faire pour se rajouter ça encore dans notre to-do list. Mais philosophiquement, on en est, bien sûr. Il y a 200 entreprises en France qui seraient B Corp, c'est possible ça ou pas ? Je pense qu'il y en a plus.
maintenant, un peu plus. Oui, ok, mais on parle pas de milliers a priori. Non, je pense pas qu'on ait passé le millier encore. Cool. Écoute, on se voit pour une raison simple, c'est qu'il y a plein de porteurs de projets qui nous écoutent et qui aimeraient lancer leur projet. Il y a aussi des boîtes plus installées. On prenait l'exemple tout à l'heure de flottes qui se sont lancées différemment, mais utilisent le crowdfunding pour lancer des nouvelles lignes, des nouvelles collections, des nouveaux produits ou des nouveaux biens culturels. Tu as des conseils à nous donner pour préparer, lancer et cartonner avec sa campagne. Alors c'est pas du 100% garanti, mais en tout cas se donner toutes les chances de réussir. Et pour ça, on a 6 principaux points qui sont en gros préparés en amont ta stratégie de campagne, bâtir ta communauté, lancer, amplifier, parce qu'une fois que c'est lancé, il faut que les gens viennent et il faut le faire savoir. Et tu as différentes manières de l'amplifier avec des ambassadeurs, avec des contributeurs, avec de l'ARP, de l'influence, potentiellement de l'achat média. Et puis, qu'est-ce qu'on doit faire à la fin de sa collecte? On commence dans l'ordre avec la préparation. Allez, ça marche. Bon, il y a beaucoup de choses à raconter, donc je pense qu'il y a des choses qui vont se recroiser, que je vais dire de multiples fois. Premier point, la stratégie de campagne. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est déjà quand est-ce qu'on se lance. Et en fait, le bon moment, c'est juste avant de lancer la production. Il faut idéalement, notamment quand on est sur du produit, c'est pas toujours facile à faire, mais à peu près tous les créateurs qui n'ont pas fait de série test de production se rendent compte qu'ils ont des galères et qu'en fait il y a plein d'imprévus. Et donc l'idéal, c'est d'avoir déjà fait sa série test, d'avoir déjà identifié évidemment où on va produire, pour être certain du coût de production, du timing de production. Voilà. Et donc c'est le dernier coup près qui permet d'avoir un financement et de vérifier qu'il y a une adéquation entre ce qu'on veut faire et le public qu'on cible. Voilà, donc ça c'est une question de timing, il faut pas le faire au stade de l'idée, il faut pas le faire au stade où on est trop early et on se dit non, le proto je l'ai pas encore fait mais je le ferai plus tard, parce qu'en fait il y a une tonne de galères dans les phases d'industrialisation qu'on découvre sinon. C'est d'ailleurs l'histoire des crowdfunding qui se plantent le plus magnifiquement post-collect. C'est des gens qui étaient pas suffisamment aboutis sur la phase d'industrialisation et qui découvrent trop ces galères-là. Les galères au moment où il faut passer à l'échelle, quoi. Et qui se prennent 2 ans de retard et qui potentiellement crament la trésor du crowdfunding pour réussir à faire ça, alors que c'était censé servir à produire. Voilà. Donc ça, c'est le premier point un peu clé, timing. Sachant que c'est une phase qu'on peut faire à moindre coût. Tester des... Alors, il y a toujours un enjeu qui est de trouver les bons producteurs, dans le textile, dans la chaussure au Portugal, j'en sais rien, dans la tech en Asie. Mais ça coûte quelques milliers d'euros, c'est pas tant que ça, c'est faisable de tester tes producteurs, de tester tes produits et d'arriver à un produit qui est prêt à être crowdfundé. C'est faisable, il y a des tas d'entreprises qui le font, généralement avec là, c'est du financement sur fonds propres. Ouais, donc il y en a plein qui le font. Mais si vous êtes sur un produit, plus le produit est complexe, plus il faut arriver bien armé là-dessus, quoi. Voilà. Ok. Préparation, deuxième point clé, c'est de se dire budget. Il y a un objectif à atteindre dans un laps de temps donné. L'objectif sur Ulule, on peut l'exprimer soit en nombre de préventes, soit un objectif financier, mais ça revient à peu près au même. L'intérêt de l'exprimer en nombre de préventes, c'est que ça permet de sortir d'un discours financier où l'argent est un petit peu tabou en France et les gens, notamment qui sont pas dans l'entrepreneuriat, non mais il y a un vrai fantasme, si tu veux, quand tu collectes 300 000 euros, les gens ont l'impression que ça y est, t'es le roi du pétrole, alors qu'en fait, quand tu vois tous les coûts derrière de production, de logistique qu'il y a derrière, bah non, en fait, c'est pas ça qui va faire de toi quelqu'un de riche. Donc, le fait de passer en discours pré-vente, ça permet de dire j'ai besoin d'avoir un certain nombre de précommandes pour rendre le projet viable et de pas être dans un discours financier. En France, c'est plus facile d'être là-dessus. Voilà. Donc, du coup, que vous fixiez une prévente ou un objectif, la question c'est qu'est-ce que vous allez viser. Et pour ça, il faut que vous sachiez quel est le minimum dont vous avez besoin pour faire une première production. Donc, quel est le coût de production, quel est le coût d'expédition. Donc, il faut déjà avoir discuté avec des logisticiens là-dessus. Il ne faut pas y aller au pifomètre. Parce que si vous plantez en termes de poids, taille, colis, etc., il peut y avoir des variations super importantes. Et la logistique sur de la vente à distance, ça peut représenter 15% à 30% des fonds collectés en fonction de ce que vous faites. Donc, faut pas se planter là-dessus. Alors, pardon, je fais une parenthèse, mais culture G. Minimorum. Je passe une expression, minimum. C'est-à-dire le strict minimum dont tu as besoin. Alors, de minimorum constituant sa forme au génitif pluriel. Wow, écoute, le minimum des minimums. C'est une expression que j'ai toujours utilisée. C'est une expression qui vient de ma mère, si tu veux tout savoir, qui a toujours utilisé ça, et moi je l'ai repris d'elle. Les minimorums. Donc il faut, pour ça, voilà, c'est là où ça montre qu'il faut que tu aies un truc très abouti déjà sur la phase de prototype et d'industrialisation, parce qu'il faut pas y aller au pif sur ce que tu as besoin. Ouais, ça rejoint les sujets pricing aussi. Il faut bien. Ouais, parce que tu vas avoir besoin pour fixer ton prix.
Et Flotte, c'est mais en fait, maintenant que tu le dis, je le vois, mais Flotte, typiquement, a fixé un objectif, pardon, mon écran est là, mais un objectif en nombre de préventes. Ouais. À peu près toutes les personnes qui passent par chez toi, qui sont plutôt des DNVB, qui font de la prévente de produits, qui sont une campagne monoproduit, sont sur de la prévente. Ok. Voilà, c'est pour ce type de projet de campagne-là, c'est plus pertinent. De toute façon, ça fait partie du coaching. Après, on en discute, hein, mais souvent, c'est plus pertinent. Une fois que tu as déterminé, toi, ce dont tu as besoin pour faire cette production-là, par-dessus, il faut penser à rajouter, évidemment, pour définir ton objectif, les coûts du LUL, donc 6,67%. Et potentiellement, il faut prendre en compte la TVA, parce qu'en fait, tu es en train de faire une vente. Même si tu as un différé de livraison, ça ne change pas la qualification juridique. Tu es une entreprise assujettie à la TVA, tu es en train de vendre quelque chose à des particuliers. Donc, tu as de la TVA collectée dans les fonds collectés. Et ça, c'est pareil, nous on l'expliquait, etc. Mais si tu oublies ça, potentiellement, il te manque à la fin 20% de fonds collectés. Donc, il faut penser à rajouter ça dans ton budget. Et si tu fais d'autres... C'est une évidence parce qu'on baigne dans le business depuis toujours, mais pour vous, plein de gens et de vous lancer... néo-entrepreneurs, ce n'est pas du tout évident. Et puis on a des concurrents qui ont raconté pendant des années des conneries là-dessus. Donc il y avait des gens qui venaient nous voir qui me disaient mais si je vais chez eux, du coup il y a pas de TVA, si je vais chez vous il y a la TVA. Moi je disais non, c'est juste qu'en fait ils racontent n'importe quoi. Mais bon. Voilà, donc maintenant ça y est, ça a été clarifié, mais voilà, faut pas négliger ça. Et donc une fois que tu as ça te donne le montant que tu dois collecter. Et quand tu es dans ta phase de préparation, les gens ont plutôt tendance à réfléchir en sens inverse, ils réfléchissent en se disant c'est quoi l'idéal que je veux faire pour le meilleur produit, et donc alors qu'en fait il faut réfléchir en sens inverse, c'est quoi le minimum que je dois viser, parce que c'est plus facile de faire le minimum et de travailler à le dépasser plutôt que de mettre un objectif idéal que tu risques de jamais atteindre, parce qu'il y a des effets de prophétie autoréalisatrice comme dans tout fonctionnement humain. Si tu mets une jauge qui est super haute, les premiers contributeurs qui arrivent et qui voient que tu es à 15%, et qu'ils ont l'impression que tu ne vas jamais l'atteindre, comme de faire un paiement en ligne, c'est pénible, faut aller chercher ta carte, la sortir. T'en as plein qui ne le font pas parce qu'ils disent que ça ne servira à rien, parce que tu n'atteindras pas ton objectif, et donc prophétie autoréalisatrice négative, ça fonctionne pas. Alors qu'en sens inverse, si très vite t'es dans une dynamique de succès, en fait tout le jeu du crowdfunding, c'est d'être le plus vite possible dans une dynamique de succès, bah ils se disent ok, je vais contribuer, ça va servir à quelque chose parce qu'il va recevoir les fonds, donc je prends le temps de contribuer, et donc c'est pour ça qu'il faut fixer le minimum cible. Là tu parles de psycho, mais il y a aussi une partie algo là-dedans, non? Alors je sais pas si c'est le cas sur Ulule, mais sur d'autres plateformes. Alors t'as sur Ulule en fait la mise en avant en page d'accueil, c'est de la curation de l'équipe. Et après t'as un fil qui est la popularité. La popularité c'est les projets soutenus par le plus de personnes différentes sur les 48 dernières heures. Mais en fait non, c'est surtout de la psycho et qui est liée à des mécanismes de réassurance humain qu'on appelle l'effet restaurant. Quand tu es dans une ville, t'as pas de guide, tu vas dans un restaurant dans lequel il y a plein de monde. Sur Airbnb, tu cibles d'abord là où t'as des bons ratings. Sur Ulule, l'équivalent du rating, c'est le nombre de contributeurs, le taux de financement de la jauge et le nombre de commentaires. Et donc, le plus vite possible, il faut être dans une dynamique de succès avec une jauge qui est aussi proche possible que de 100%, parce que ça incite les gens à prendre le temps de lire, ça donne un indicateur que c'est une dynamique de succès, ça te dit que si tu fais l'effort de contribuer, ce sera utile parce qu'il recevra les fonds, et tu as un autre effet, là on prend un peu d'avance, mais c'est aussi des effets de partage. On préfère tous partager une success story plutôt qu'un truc qui galère. Et donc, à partir du moment où tu es en dynamique de succès, c'est une histoire qui est excitante, c'est quelque chose qui fonctionne, donc j'ai plus envie de le partager. Voilà, donc il faut viser le minimum, et travailler à le dépasser. Voilà. Donc ça, c'est sur le budget. Vraiment bien travailler cette budgétisation. Alors, tout le travail après discussion qu'on fait avec les porteurs de projets, qu'il faut faire avec eux-mêmes, une fois que tu as défini ce minimum que tu dois atteindre, faut mettre ça au regard de ta force de frappe en communication. Et donc, c'est là-dessus où tu vas commencer à réfléchir à ce que tu as déjà comme base établie. Alors, tu as évidemment le réseau personnel, familial, amical, etc., professionnel, associatif. Ensuite, si tu es une entreprise existante ou une entreprise à devenir, bah, tu peux te poser la question de faire de l'acquisition de leads en amont. Et donc, nous, ça nous arrive de discuter avec des porteurs de projets qui nous disent bah, pour rendre le projet viable, j'ai besoin de 60 000 euros, mais qui, à ce stade, on fait 0 en termes de communication, qui n'ont pas parlé du projet. Et donc 60 000 euros en proxy, tu dis la contribution moyenne sur Ulule, c'est 50 euros. Donc 60 000 euros, tout de suite, tu sais qu'il te faut 1200 personnes. 1200 personnes, tu dépasses ton réseau, tu dépasses largement ton réseau personnel. Largement. Voilà, largement. Donc, j'ai dit une connerie, ça fait 120 personnes. Non, 1200 fois 5. Ah, c'est 1200. Ouais, donc c'est 1200. Et nous, on considère que quelqu'un qui n'a pas du tout travaillé son réseau en amont, tu viens avec un projet qui est personnel, tu vas collecter assez facilement 3500 à 5000 euros. Ah, quand même, ok. Mais dès que
Ça représente 5 000 euros, c'est 100 personnes. Faut déjà avoir un peu de réseau. Voilà. Mais si tu communiques, etc., tu pourras le faire. 3 500 euros, c'est 70 personnes. Dès que tu es au-delà, potentiellement, il faut aller chercher du deuxième cercle, les amis d'amis, ou du troisième cercle. Et donc toute la discussion qu'on a avec les porteurs de projets qui sont ambitieux, qui visent de faire des montants plus élevés que ça, c'est OK, ça c'est ce que tu vises, est-ce que tu as besoin de faire? Qu'est-ce que tu as déjà dans tes jauges comme base de contact établie qui te permettent d'atteindre assez rapidement au moins 30, 40, 50, 60% de l'objectif de base, parce que sinon en fait tu vas stagner sur un truc qui est trop bas et la sauce ne va jamais prendre. Ouais, donc ça nous arrive de voir des porteurs de projets qui ont des super projets, mais qui n'ont pas du tout bâti leur communauté dans l'amont, et leur dit écoute, on t'explique le truc, commence par bosser ça, et en fait quand tu as déjà tant de contacts email établis intéressés par le projet, tu reviens nous voir, et là potentiellement c'est le bon moment pour faire un crowdfunding. Voilà, donc ça c'est ce jeu entre... Mais donc le coaching commence assez tôt. Le coaching peut commencer tôt. Tu as des gens qui viennent nous voir en amont et tu as des gens en fait qui nous font une proposition de projet, qui commencent à faire un brief sur la plateforme, dans l'éditeur, et en fait ils nous le soumettent à revue et on voit que le projet est intéressant, mais qu'en fait il y a un bon potentiel, mais on les questionne en fait nous sur OK, tu vises ça, gros objectif, qu'est-ce que tu as déjà comme base de contact établie? En fait tu vois assez vite si tu as du répondant ou pas, si en fait ils disent bah non, pour l'instant j'ai famille, amis, je sais pas, doit y avoir 70 personnes. Et donc c'est là où dans le coaching il y a tout ce travail là qu'on fait en fait, qui est une grosse partie du boulot. La grosse partie du boulot en coaching, c'est cette question d'adéquation entre ce que tu as besoin de faire par rapport à ce que tu as comme capacité de communication et comme base de contact établie. Voilà. Une fois que tu as fait ça, une fois qu'on réfléchit à cette adéquation là, on va revenir un peu en partie 2 sur bâtir ton premier cercle. Il y a des trucs, donc choix du mode de collecte entre objectif financier ou prévente, ça j'en ai parlé. Prévente pour des DNVB, c'est plus facile. La durée de la campagne, pareil, on va faire assez court. Les gens ont l'impression que plus tu fais long, mieux c'est. C'est totalement faux, parce que ça crée plein d'effets de procrastination. En moyenne, les campagnes collectent 25% sur les 4 premiers jours, parce que là, c'est tous les early adopters, c'est tous les friends and family, c'est tous ceux qui veulent te montrer, qui sont là pour te soutenir dès le début, et 25% sur les 4 derniers jours. Parce que là, tu peux plus repousser, tu peux plus jouer l'effet de procrastination, c'est l'effet d'urgence. Donc ça veut dire que tu as 8 jours qui vont concentrer 50% des fonds collectés. Et donc, quand tu rajoutes trop de jours au milieu, le milieu, c'est ce qu'on appelle le ventre mou. C'est une courbe en U, exactement. Tu fais le geste. Le milieu, nous, dans notre jargon interne, c'est ce qu'on appelle le ventre mou. C'est psychologiquement hyper dur pour les porteurs de projets, parce que potentiellement, il se passe très peu de choses et ils doivent continuer à communiquer, animer. Donc, quand vous êtes aguerri au crowdfunding, faire une campagne de 30 à 40 jours, c'est bien. Pour des débutants, 45 jours, c'est ce qu'on recommande, ça fonctionne très bien, et ne surtout pas dépasser 60 jours. Voilà. Après, il y a toujours des contre-exemples. T'as des gens qui font des campagnes de 90 jours, t'as des youtubeurs qui ont fait leur première campagne là-dessus et qui kéblo sur une campagne à 80 jours parce que ça avait cartonné, mais après c'est des professionnels de l'animation communautaire, ils font ça toute la journée, ils le vivent pas du tout de la même façon qu'un néo-entrepreneur qui au début ça fonctionne bien et qui puis après a une phase de milieu où pendant 10 jours il se prend une contribution par jour. Et où là, nous, on fait du coaching psychologique, tu vois, dans le coaching qu'on fait. Mais donc tu voilà. Dis 45 jours, moins les 10 jours, donc les 5 premiers et 5 derniers, ça fait 35 jours. 35 jours sur lesquels il faut être résilient. Il faut continuer à communiquer. Voilà, il y a quand même plein de types d'actions à faire, mais il faut savoir que ça sera moins dynamique que le début et que la fin. Mais ça laisse le temps de mettre en place aussi des dynamiques de communication, potentiellement avec influenceurs, avec RP, aller sur des événements. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc c'est bien d'avoir aussi un peu de temps, parce que quand tu fais des campagnes très 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 courtes, tu vas devoir faut avoir tout préparé à l'avance. Et donc généralement les gens qui font ça, c'est des gens qui savent très bien ce que c'est qu'une campagne de crowd. Et qui déroulent le plan. Et qui déroulent, ils ont fait toutes leurs news à l'avance, ils ont fait tous leurs paliers de dépassement à l'avance. Enfin, on va en parler un peu, mais plus tu fais court, plus tu as besoin d'avoir un truc qui est déjà complètement conçu à l'avance. Donc j'ai la durée, j'ai l'enjeu, j'ai l'objectif, j'ai le type de collecte. Ensuite j'ai les contreparties. Alors les contreparties, assez tôt, très tôt. En fait, ça fait partie du budget parce que tu dois savoir ce que tu vas proposer, donc ce que tu as besoin de produire. Généralement, t'es encore une fois une DNVB, c'est simple. Tu vas faire une paire de chaussures, une gamme de chaussures, une gamme de vêtements, une gamme de produits d'hygiène, santé, beauté. Donc ça, c'est ton cœur de métier. Sur les contreparties, quand t'es en prévente, souvent t'es sur du monoproduit. C'est assez simple. Alors dans les contreparties, dans ce qui fonctionne pas très bien, c'est les choses qui sont de l'achat très réfléchi. On est sur de la vente, de la prévente à distance, avec quand même un gros acte de confiance. Pour des produits qui coûtent plus de 500 €, c'est un peu compliqué.
c'est pas le meilleur outil fait pour faire ça. Voilà. Pour le reste, on a des trucs qu'on cartonnait avec des produits qui sont parfois à 250 €. On revient à Philippe tout à l'heure. Voilà. Donc ça c'est important. En termes de contrepartie, c'est moins adapté. Alors en typologie de projet, ça fonctionne moins bien pour des projets numériques. Les gens ont du mal à préacheter, j'en sais rien, une application smartphone aussi parce que pour eux ça coûte 5 €, donc tu as un panier moyen qui sont très bas, puis parce qu'ils ont du mal à imaginer ce que c'est quand on parle. Une paire de chaussures, tout le monde comprend. Une application, quand tu bosses pas dans le domaine, on te fait un pitch, tant que t'as pas des écrans, que tu l'as pas en live, t'as beaucoup de mal à imaginer ce que c'est. Donc voilà, c'est un type d'outil qui est pas très adapté par nature pour des projets qui sont complètement digitaux. Ça marche mieux pour des projets qui sont physiques. Et plan de contrepartie, ensuite, il faut faire attention. La tentation est souvent de rajouter en fait des projets dans le projet. Le cas classique, c'est, j'en sais rien, quelqu'un qui fait de la BD et qui se dit, ah, trop cool, j'ai des fans, je vais faire une figurine en plus. Sauf qu'en fait, la figurine, quand on n'a jamais fait, tu te rends pas compte que c'est une galère de dingue. Et donc, ça nous est arrivé, on a eu des cas de personnes qui rajoutent une figurine, parfois même en cours de campagne, parce qu'ils ont atteint 500% de l'objectif, et ils disent, OK, maintenant, si on fait 1000% de l'objectif, on sort une figurine, et en fait, et ça fout en l'air tout le... En fait, tu te rajoutes un projet dans le projet, potentiellement, tu le fais à la va-vite, donc tu as mal budgété le truc, et donc tu te retrouves à perdre de l'argent sur ta campagne. Donc, dans les contreparties, voilà, faut avoir ça, faut pas laisser la place à l'improvisation en cours, faut avoir tout designé à l'avance et ne pas se rajouter pour pouvoir faire des paliers, par exemple, j'en sais rien, à 150 € si tu as un truc qui est à 50. En fait, il faut pas se rajouter un projet dans le projet juste pour la campagne de crowdfunding, sinon tu es complètement en train de te défocus et tu prends des risques. Les paliers, t'en as parlé ? Les paliers, ouais. Les paliers importants de les réfléchir en avance. Ce que j'ai expliqué en amont, c'est que le but du jeu, c'est d'être le plus rapidement possible à 100% de l'objectif pour être dans une dynamique de succès. Pour que les gens continuent à contribuer, une fois que tu es à 100%, faut pas qu'ils aient l'impression que ça y est, en fait, tu as atteint ton objectif et que tu as besoin de plus rien. Donc, vous le remarquez, vous, en data ? Est-ce qu'il y a un ralentissement après? Alors non, parce qu'on les célérité, on les coach pour ça, donc okay. Non. Mais si tu n'expliques pas, alors généralement en fait un porteur de projet, on lui a dit qu'il fallait qu'il vise le minimum, donc il a toujours en réalité des idées pour faire plus s'il a plus d'argent. Donc il va travailler avec des nouveaux objectifs en disant une fois que j'ai atteint 100%, pour 200%, je vais expliquer qu'en fait, je vais faire ça en plus, soit augmenter la production, soit améliorer le produit, etc. Pour 500%, enfin, il est capable d'expliquer généralement pendant très 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 longtemps ce qu'il va faire de l'argent en plus. Mais pour certains projets, potentiellement, c'est des add-ons sur le produit. On va rajouter une fonctionnalité si on atteint 500%. Si t'es, alors dans la BD c'est un grand classique, si t'es à 1000%, tu vas faire une édition collector. Si t'es à 1200%, tu vas rajouter des pages, etc. Dans la chaussure, c'est un peu moins fréquent de faire ça. Mais il y a quand même toujours des choses à rajouter. J'en sais rien, tu peux rajouter un petit chiffon pour nettoyer. Enfin, il y a plein de trucs. Tout ça, faut l'avoir travaillé en amont parce que si tu te retrouves en pleine campagne où tu as 1 million de trucs à faire, tu bosses à la fois sur ta campagne, sur la communication, sur le développement de ton produit, et que là, boum, t'atteins 500%. Et que t'as pas prévu ce que tu faisais pour continuer à alimenter la dynamique, bah c'est là où tu te retrouves à faire en urgence, à rajouter un objectif en urgence que t'as peut-être mal budgété et à potentiellement te prendre les pieds dans le tapis. Donc bien le préparer en amont, ouais, voilà. Et y mettre le même impact, le même effort, le même focus que sur voilà, le premier si tu palier, rajoutes quoi. des choses dans le produit ou des add-ons, il faut bien l'avoir travaillé et en tout cas l'avoir scénarisé parce que parfois c'est tout simplement expliquer ce que tu feras en plus dans le développement d'entreprise, ça peut suffire. Mais c'est plus facile, t'as le temps de le bosser en amont. Quand t'es en live sur la campagne, t'as beaucoup moins de temps. Alors je montre à Arnaud la campagne de Flotte que j'ai sous les yeux. Donc ils ont passé les 100%, ils se mettent un objet. Enfin ils ont refait leur vidéo, j'imagine, en mettant Ils ont rajouté une pastille. Une pastille qui dit let's go 200 parce qu'ils ont fait 100% déjà, donc ils visent le 200. Est-ce que sur cette page, je peux voir le palier et ce qui est décroché sur le... Alors, faut aller voir en news. Est-ce qu'ils ont indiqué ce qu'ils feraient en plus? Et elle est réservée. Elle est réservée aux contributeurs. Ouais, elle est réservée aux contributeurs. Ah, mais alors c'est pas forcément conseillé de limiter. J'avais pas vu qu'ils aient fait ça. Bon et Mickey, Michael, Lily, si vous nous écoutez, il faut le... Non, mais après peut-être que ça n'a rien à voir. C'est juste pour des paliers de contrepartie, etc. Mais assez souvent en fait. Mais on communique. Ouais, bien sûr, c'est communiqué. Il va y avoir une pastille avec une mise à jour de l'image principale et une mise à jour sous forme de news. Et assez souvent dans le haut de la page de financement participatif, ils vont mettre un add-on visuel en disant nouvel objectif, boum boum, 200%, avec une explication de ce qu'ils visent de faire avec cet argent en plus. Ok. Voilà. Donc ça se bosse en amont aussi.
Et une fois que tu as ça, tu as un peu la structure de ta campagne, durée, objectif, contrepartie, palier de dépassement. Et donc, il faut bosser les éléments de communication. Et donc, éléments de communication, je vais pas revenir sur des trop basiques, mais la forme compte autant si ce n'est plus que le fond. Voilà, c'est quand même hyper clé en communication à avoir en tête. C'est une évidence. Il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans en plus. Il y a même des boîtes qui sont spécialisées là-dedans. Non, mais tu as des porteurs de projets, notamment parfois qui viennent de milieux très industriels, qui viennent pas de la com, qui se rendent pas compte de ça, qui ont l'impression qu'il suffit d'avoir une bonne idée. En fait, nous, c'est terrible. Parfois, on voit des super bons projets sur le fond, mais qui sont en communication vraiment pas bons. Et qui ne prennent pas, qui font pas l'effort de ça et qui se rendent pas compte qu'en fait, ça ne pourra pas marcher correctement. Et donc, il faut avoir évidemment un truc en termes de charte graphique qui a de la gueule. Il faut avoir une image principale qui a de la gueule. C'est vraiment la vitrine de ton projet. Dès que tu as une miniature qui est partagée sur les réseaux sociaux, c'est ça qui va permettre d'identifier ton projet. Il faut avoir des textes qui sont courts. On est sur le web, les gens ne lisent pas. Donc des textes qui sont très courts et qui sont aérés, ils parcourent en diagonale. C'est pas qu'on est sur le web, c'est qu'on est en 2023. On est en 2023, ouais, les on est en gens 2023 et sur le web, donc les gens ne lisent plus. Et un titre, alors le titre et le sous-titre fondamental, faut que ça permette de. Si les gens ne comprennent pas avec le titre et le sous-titre ce que tu veux faire, ils ne prennent pas le temps de lire le reste. Voilà. Donc c'est ce qui fait aussi que parfois des projets qui sont trop techniques, c'est pas non plus un outil adapté. Si tu as besoin de 10 paragraphes pour comprendre ce que tu es en train d'essayer de faire, ça va être très compliqué quand même en crowdfunding. Mais généralement c'est pas le cas. Et il faut avoir idéalement, c'est pas toujours nécessaire, mais si tu vises des gros objectifs, il faut avoir une vidéo. Et comme on est là pour parler de gens qui visent des gros objectifs, il faut avoir une vidéo format court, sous-titrée, qui va faire entre 1 minute 30 et 3 minutes. Et quand on la tourne, il faut l'avoir scénarisée de façon à pouvoir faire un découpage pour anticiper la phase d'après, qui est la phase de création de communauté d'acquisition de leads. Avec un découpage qui va être le découpage teasing. On révèle pas tout, on fait du teasing sur la marque, sur les produits qu'on veut sortir, et on révèle pas forcément encore que c'est une campagne de financement participatif, et une version plus longue, la version complète qui va servir pour le crowdfunding, et on peut faire ça avec un seul et même tournage et de montage. Bon, évidemment, faut les sortir à la fois format rectangulaire YouTube et format carré réseaux sociaux. Et évidemment, super important, sous-titré, parce qu'en fait, la plupart des gens, t'es dans le métro, tu regardes les vidéos, mais t'as pas tes écouteurs, tu lis le texte qui est en dessous. Voilà, donc ça, c'est les assets de communication indispensables. Non, mais hyper riche. Une vidéo, format court, 1 minute 30 max, sous-titré, et plusieurs exports en plusieurs formats, une partie teaser avant la campagne, la vidéo de présentation pour la campagne, 1 minute 30 max. Pensez évidemment aux différents formats. Hyper intéressant. Combien il faut comment est-ce que je peux faire tout ça? Je suis dans ma chambre ou à mon bureau, plutôt dans cette grande boîte du CAC 40 où je m'emmerde. Si jamais vous connaissez personne, vous connaissez aucun freelance, venez nous demander à votre coach. Ouais, nous recommande pas mal de bosser avec des gens spécialisés là-dedans. Nous, on recommande fréquemment quand on voit des personnes qui nous disent ah ouais, mais attends, moi, vidéo, je peux demander à qui? Bah en fait, on connaît plein de personnes qui font de la vidéo parce qu'on a accompagné des dizaines de milliers de porteurs de projets, et donc voilà, on peut vous recommander des gens. On n'a aucun intérêt financier là-dedans. On ne recommande que des gens qui nous ont été recommandés par des porteurs de projets. Voilà. Combien ça peut me coûter? Entre 500 euros et 2500 euros en fait. La vidéo. Ouais, la vidéo. Je pense 500 euros, c'est un peu un minimum. Puis plus vous voulez quelque chose de complexe avec de multiples lieux de tournage, avec des effets X ou Y, plus ça va coûter cher. Après, la vidéo, ça peut être nos limites. Mais déjà, avec un freelance indépendant qui tourne seul, 500 euros, vous pouvez avoir un truc qui tient la route. Correct. Ça, c'est pour la vidéo. Profitez de la vidéo pour faire le shooting, puisqu'en général, on va faire des mises en scène, donc autant en profiter pour faire le shooting des assets. Pareil, il y a des photographes freelance, Malte ou ailleurs, qui peuvent vous faire ça. Il y a des photographes très chers qui peuvent le faire beaucoup plus. Pensez à des applis comme Photoroom, que j'ai reçu récemment sur le panier, mais il y en a d'autres qui existent, qui permettent de faire du backshot assez simplement, du détourage et des choses assez fortes. Et si vous allez encore plus loin, il y a des boîtes qui font de la 3D projetée comme Casper ou Omi, qui à partir d'un plan 3D peuvent vous faire des animations autour de votre produit. Ok, je suis prêt. T'es prêt? Je suis prêt. Préparé. Alors t'as tout préparé? Non, t'as préparé toute la stratégie de campagne. J'ai préparé ma stratégie de campagne et mes un truc à part entière de la phase de préparation qui est absolument crucial, c'est de bâtir ta communauté. En fait, tu vas partir dans une course qui est plus une course de Formule 1 qu'un marathon. Et donc, faut que tu aies de l'essence au départ pour pouvoir partir le plus fort et le plus vite possible. Nous, ce qu'on observe, c'est qu'en gros, plus une campagne va cartonner dès le démarrage, plus elle va aller loin. Donc, ça veut dire que quand tu appuies sur le bouton pour mettre ta collecte en ligne, il faut que tu aies déjà sécurisé le fait d'avoir des contributeurs
qui vont tout de suite venir. Et donc pour ça, évidemment, chacun d'entre nous a des amis de la famille, mais quand tu vises des gros objectifs, ça suffit pas. Voilà, famille, amis, tu peux faire 3 000 euros, 5 000 euros si t'as un gros réseau, peut-être 10 000 si t'as des gens qui sont qui ont des sous, qui peuvent t'aider. Mais au-delà de ça, clairement, il faut aller chercher du grand public. Et pour ça, notamment quand on fait du produit, vous pouvez faire de l'acquisition de leads en amont. On a un bon jargon marketing. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une vidéo de teasing. Et donc, plusieurs semaines avant, moi je recommande à minima 6 à 8 semaines parce qu'il faut le temps de tester les campagnes. La plupart des gens vont utiliser les réseaux Meta, donc Facebook, Instagram. Faut que vous puissiez broadcaster les campagnes pendant pas mal de temps pour tester vos coûts d'acquisition, tester vos ciblages, tester vos messages, voir celles qui performent le mieux. Les algos mettent du temps à se régler. Inga, il en parlait chez toi, j'ai réécouté le podcast. Ils ont mis quasiment 6 semaines à avoir un coup d'ac qui était pertinent et après ils ont réellement pu avancer sur la sauce. Et donc lui il disait en fait pré-campagne, c'est ça? Ouais, c'était alors pré-campagne, ils ont commencé 6 à 8 semaines avant et lui il regrettait d'avoir fait si court parce qu'en fait c'est vraiment qu'à la fin de ces 6 à 8 semaines qu'ils arrivaient à avoir un coup d'ac qui était intéressant. Pour en baser des gens qui pourraient qui contribuer notifier exactement. Lors de le lancement. Donc 6 à 8 semaines déjà vous avez le temps de faire des choses, idéalement 3 mois avant. Alors en termes d'outils, si vous voulez 3 mois, les gens se lassent pas. En fait, tu préparez-vous à la campagne de. Tu fais tourner de la pub. Si tu fais ça, tu vas commencer évidemment à le faire sur tes réseaux, mais tu vas aussi faire tourner de la pub. Donc les gens, c'est pas forcément des gens que tu connais qui vont se la prendre. Et si tu cibles correctement, ils vont pas se la prendre 250 fois. Mais c'est surtout que tu vas tester en fait des petits montants sur de multiples campagnes pour vérifier en termes d'audience, en termes de ciblage, en termes de l'image que tu mets en avant, si tu as un ciblage qui est pertinent avec un coup d'ac qui est bon. Et donc ça prend du temps à tester. Et ensuite, tu peux appuyer sur le curseur pour faire ton acquisition de lead. Et donc le jeu évidemment c'est d'avoir le plus de monde onboardé. Alors je les envoie où ces gens? Alors ouais, très bonne question. Tu as 2 possibilités. Soit tu utilises Ulule, on a une feature qui est le Coming Soon. Et en fait, dès que tu as commencé à créer ta page sur Ulule, tu as une URL qui t'est attribuée. Si tu la partages, comme ta page n'est pas live, les gens arrivent sur une page d'attente qui est ton URL /Coming Soon, sur lequel tu as juste l'image principale de ton projet, son titre, et un petit truc qui t'indique que le nom du créateur est en train de préparer sa campagne. Et tu peux cliquer ici pour être tenu au courant du lancement. Et donc ça, si les gens cliquent là, ils laissent leur adresse email. Nous, on les a du coup en base de données. Et quand la campagne part live, ils reçoivent automatiquement une notification email pour leur dire que c'est live et qu'ils peuvent venir contribuer. C'est une feature du coup où t'as rien à faire. Les emails m'appartiennent ou pas? À ce stade-là, non. Donc j'y ai pas accès. À ce stade-là, non. Okay. À ce stade-là, non, parce que il n'y a pas un consentement encore pour qu'on transmette l'information. Tu as donné un consentement pour qu'on te tienne, nous, Ulule, au courant que la campagne allait se lancer. Je peux en voir là ou pas? Des coming soon, alors faudrait tester une URL d'une campagne qui se lance. Parce que alors, j'en ai. Non, je t'embête pas si. Non, là j'en ai. Enfin, faudrait tester une URL random, et je suis même pas sûr que tu as un coming soon dessus, parce qu'en fait là tu peux pas avoir des campagnes qui sont en cours de préparation quand tu es sur la page d'accueil. Et le coming soon, moi je sois connecté avec mes. Ok. Elle arrive quand il est en cours de préparation. Donc faudrait que j'ai l'URL d'une campagne qui est pas encore live. Et de tête, je sais pas t'en donner. Voilà. Mais c'est une page d'attente qui est toute simple. Donc ça, c'est bien pour des porteurs de projets qui ont pas envie de s'embêter à développer une landing page. Généralement, tu as une DNVB à gros objectifs. Tu as envie d'avoir quelque chose d'un peu plus complet parce que tu veux que ce soit complètement charté à tes couleurs. Tu veux pouvoir, en termes de tracking, suivre tout le parcours de A à Z. Et donc, quand tu es dans une démarche de ciblage, généralement, tu prends le temps de te créer une landing page dès cette étape-là. Tu as plein d'outils pour en faire qui sont pas chers du tout. Ça va te permettre de plus personnaliser la chose, de faire déjà un peu plus rentrer dans ton univers de marque et d'avoir les contacts email complètement dans ta base dès cette étape-là. Donc voilà, pour un projet qui est très ambitieux, faites une landing page. Il y a des tonnes d'outils vraiment pas chers pour ça. Et vous broadcastez la communication qu'on voit vers ça. L'autre intérêt de ça, c'est qu'en fait, les landing pages, de la même façon que les pubs, vous allez les A/B tester. Vous pouvez, avec les outils de création de landing page, A/B tester 1, 2, 3, 5, 10 versions de landing page et voir celle qui performe le mieux en termes de taux d'onboarding des personnes qui arrivent sur la page et qui s'inscrivent pour être tenues au courant du lancement. Voilà. Si j'utilise la fonctionnalité Coming Soon de Ulule, ils seront notifiés le jour où la campagne est lancée. Oui. Est-ce que je peux communiquer avec eux avant? Alors non, parce que tu n'as pas les emails. Donc c'est pour ça que c'est... Non, mais même via Ulule non, tu ne peux pas. Non, c'est pour ça que c'est vraiment une feature qui est simplifiée, que pour les campagnes très ambitieuses, nous c'est ce qu'on recommande, généralement ils le font, ou qui sont assez techniques, et généralement les gens qui sont dans du e-commerce, de la DNVB, ils sont assez techniques en termes de marketing. On recommande d'avoir vraiment une landing page plus complète.
où tu peux A/B tester, où tu peux faire beaucoup plus de choses et vraiment personnaliser l'univers. Donc, une landing, il y a plein d'outils pour le faire. En basé de l'email, via des campagnes que vous pouvez A/B tester de 6 à 8 semaines avant le lancement de la campagne, voire plus. Ouais. Benjamin de Inga disait qu'effectivement, il aurait aimé avoir plus de temps. Vous en basez de l'email, vous avez une landing que vous mettez à jour et ensuite je communique avec eux. Pardon. Oui, alors dès cette phase-là, en fait, tu peux pas faire que de la pub, tu peux aussi aller plus loin. C'est pareil, tu as plein d'outils de landing page qui servent à ça. Dès cette phase-là, tu peux en faire des ambassadeurs avec des mécaniques d'incentive. En disant, si autour de vous, vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés par le lancement de ça, et que vous cliquez sur ce lien-là, qui est un lien de partage traqué, je vais savoir combien il y a de personnes qui sont inscrites à la landing page via vous, et donc toutes les personnes qui ont ça, boum, je leur donne, j'en sais rien, un ticket réduit, enfin, t'as plein de trucs à imaginer. Ou et donc tu ouverture, commences déjà à faire de la recommandation sociale avant même le lancement de la campagne pour démultiplier les gens que tu acquiers, la famille, les amis, etc. Et donc déjà avoir des ambassadeurs. Donc ça, potentiellement très puissant quand c'est bien utilisé. Ok. Voilà, donc une fois que tu as fait ça, donc, phase potentiellement, 1, ta campagne elle est prête et tu as onboardé plein de gens. Durée, budget, modèle. Voilà. Ensuite, je prépare ma communauté. Alors, un autre intérêt de ça, c'est que en termes d'objectifs, en fait, souvent, c'est l'objectif, la question de l'objectif que tu vas pour la campagne, c'est une question qui est complexe pour le porteur de projet. Ils peuvent mettre plein de choses en fonction de ce qu'ils visent et de jeux un peu psychologiques qu'il y a derrière. L'intérêt quand tu as fait ça aussi, c'est que tu as un indicateur de nombre de personnes que tu as et avec un proxy qui est le taux de transfo que tu vas avoir sur ces gens que tu as onboardés en termes de nombre de leads. Le proxy, ça va être un taux de transfo qui est entre 17 et 25%. Voilà. Donc moi, je recommande souvent, pour être un peu sécure, de taper à 20%. Donc si tu as 10 000 personnes, 10 000 leads qui sont onboardés, tu sais que potentiellement, boum, jour 1, tu as 2000 contributeurs, pardon. Et donc 2000 contributeurs, si ta contrepartie, je dis n'importe quoi, elle est à 100 €, tu sais que jour 1, enfin en tout cas très 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 rapidement, tu atteins 200 000 € de fonds collectés. Et donc ça, c'est super intéressant parce que une fois que tu as fait ce travail-là et tu le fais en cours de préparation de la campagne, bah ça te permet d'aligner ta jauge. Et si en fait tu as réussi à faire une très grosse acquisition de lead et que tu es sécurisé par exemple pour un objectif à 100 000 très vite, bah potentiellement tu pars sur cet objectif-là plutôt qu'un objectif à 20 000 où après tu vas ramer à devoir dire plus 100%, plus 200%, qu'est-ce que je fais? Donc ça te permet aussi de te sécuriser sur ces parties-là de l'objectif que tu vises. Voilà, ça a cet intérêt-là aussi. Le taux de proxy, tu le constates à plus ou moins 20%? Alors c'est supra variable. Ça dépend de beaucoup de choses. Nous, on a les campagnes où souvent ils sont pas contents en termes de taux de transfo. C'est des taux de transfo, 15%, les pires. En fait, ça dépend beaucoup de comment tu as fait ton ciblage. Ça dépend 15% pas content. Ouais, 15% des leads que tu as acquis en amont. Ouais. Mais c'est souvent des campagnes, c'est des choses. Je suis surpris, moi je trouve ça haut en fait. Tu as broadcasté de la communication. Ouais. Ça dépend comment ça a été fait. Parfois, tu as des taux qui peuvent être beaucoup plus forts. Tu as des taux qui peuvent être à 30-35% si c'était très bien ciblé. Ça dépend. Donc j'ai embasé 10 000 adresses et il y en a 3 000 qui vont contribuer, qui vont transformer. Ouais. Okay. Ça dépend beaucoup de ton ciblage, ça dépend beaucoup à quel point tu as bien fait comprendre ce que tu allais faire. Ça dépend si tu as une différence de perception entre ce que tu as présenté en teasing et ce qui est présenté ensuite sur la page. Donc voilà. Mais c'est utile d'avoir des proxys de ce type-là pour être capable d'estimer un peu ce que tu peux faire assez vite, quoi. Je suis prêt. T'es prêt. J'ai ma campagne, j'ai ma communauté, je lance. Tes leads, go live. Ouais. Alors, il y a un go live public, il y a un go live pré-public ou pas? Enfin, alors tu privé. Alors si jamais tu as utilisé le Coming Soon Ulule, à partir du moment où tu cliques toi-même sur mettre la campagne en ligne, automatiquement on notifie ces gens-là. Voilà, donc là de toute façon t'as pas le choix, ça part tout de suite. Si jamais tu n'as pas utilisé le Coming Soon et que toi tu as onboardé les gens par exemple via une landing page, c'est toi qui maîtrises tout. Donc ce qu'on recommande, c'est ce qui dans le jargon s'appelle une pré-campagne. Tu commences en sous-marin alors tu les as prévenus en amont, quelques jours auparavant, tu leur as fait savoir que dans 3 jours tu te lançais et que tu avais besoin d'eux dès les premières minutes. Et donc tu commences par communiquer ça uniquement par email idéalement personnalisé. Donc là, utiliser des outils de marketing automation ou même Gmail supra puissant, on a l'impression que ça part de votre boîte mail, alors que les gens reçoivent pas un email en copie cachée, ils reçoivent un email personnalisé potentiellement avec leur prénom. Et donc, c'est un taux d'ouverture, de lecture et de clic. Gmail, c'est un add-on. C'est un add-on de Gmail, ouais. Ah oui, c'est ça, oui, ok. Ouais, voilà. Donc, utiliser ça, GMA2S ou autre outil de marketing automation, mais en tout cas qui permet de faire de l'email personnalisé, à minima personnalisé avec le prénom. Mais rien que ça augmente la perception de il a pris la peine de me contacter moi individuellement, donc j'ai plus envie de lire et plus envie de lui faire plaisir en le soutenant. Ça change tout. C'est ce genre de petites choses qui changent tout. Donc, prendre le temps de faire ça et idéalement de le faire d'abord avec les très proches, des gens qui s'en foutent en fait de l'effet jauge
et de les faire réassurance, et qui dans tous les cas vont vous montrer qu'ils sont là pour vous. Et en fait, ces gens-là, c'est les premiers qui doivent contribuer parce qu'ils sont pas sensibles à l'effet de réassurance des autres internautes. Et une fois que du coup la jauge est un peu montée, qu'elle est plus à 0, vous allez élargir par cercle concentrique en partant des personnes les plus proches aux personnes les moins proches. Donc ensuite, vos super early adopters, voilà, que vous avez peut-être rencontrés sur des salons et qui vous avez déjà discuté. Une fois qu'il y a déjà un peu de monde, vous shootez un mailing à ces gens-là pour qu'ils participent. Et ensuite, vous allez élargir. Et donc potentiellement, tout ce qui est acquisition de lead, où là vous êtes sur un public plus large, vous y allez dans un temps 3, parce que ça augmente la transfo s'ils arrivent sur une page sur laquelle il y a déjà, j'en sais rien, 10, 20, 30, 40 personnes. Vous avez une meilleure transfo que s'ils arrivent sur une jauge à 0. Donc ça vaut le coup, toutes vos leads que vous avez acquis, de les shooter quand la jauge a déjà commencé à monter. Et puis ensuite, vous élargissez. Communication réseaux sociaux, où là vous allez toucher du grand public qui a peut-être jamais entendu parler de vous. Et une fois que vous avez fait tout ça, si la sauce prend, potentiellement vous allez aller voir RP, médias, etc., qui peuvent parler de vous à beaucoup plus grande échelle, ou activer des bases, j'en sais rien, de partenaires qui vont relayer, mais qui vont relayer à des gens qui n'ont jamais entendu parler de vous, et donc des gens qui vont être hyper sensibles aux effets de jauge et aux effets de nombre de personnes qui sont déjà présents. Ok, hyper intéressant. Mais alors quelque chose que j'avais mal compris, et je reviens là-dessus, il n'y a pas un moment où la campagne est privée et destinée seulement à certaines personnes. Elle est ouverte. Elle est ouverte, ouais. Mais j'ai communiqué à mon premier cercle en premier. Ouais, mais au moment où je dis go, c'est ouvert pour tout le monde. Il n'y a pas différents... Non, l'URL est visible par tous. Après, si elle n'est pas partagée, il n'y a personne qui arrive dessus, tu vois. Mais elle ne remonte pas sur la page d'accueil, elle ne remonte pas dans les nouveautés. Alors si elle va remonter dessus, mais si elle se met à remonter dans la popularité, c'est que ça fait déjà 1 heure que ta campagne est live parce que c'est recalculé toutes les heures et que tu as réussi à être dans les plus financés sur ces 48 dernières heures. C'est un problème de riche, quoi. Ouais, c'est que tu as déjà bien marché. Donc en fait, c'est que tu es déjà à un stade normalement où tu peux commencer à élargir ta communication. Good. J'ai lancé ma campagne, j'ai fait mon email personnalisé hyper important. Tu nous as donné des exemples d'outils, mais il y a plein d'outils de marketing automation qui vous permettent de le faire. On en parle souvent sur le panier. C'est vrai que moi j'ai déjà utilisé Gmask, qui est un petit add-on tout bête qui se plug à Google Sheets en plus. Donc je peux faire assez facilement en toute autonomie mes emails personnalisés. Mais ensuite, je contacte les personnes avec lesquelles je suis le plus sûr de vendre, donc a priori mes amis, ma famille, et j'élargis les cercles au fur et à mesure. Ouais, exactement. Le but étant de franchir rapidement des paliers. Le plus vite possible, être en dynamique de succès. Les campagnes qui cartonnent le plus, souvent sont en succès en 1 à 2 heures. Ok. J'amplifie ensuite. Ouais. Ensuite, travail d'amplification. Donc le premier but, c'est de transformer les gens en contributeurs, des gens qui ont participé financièrement. Ensuite, pour amplifier, la clé de voûte en fait du crowdfunding, et là où ça devient vraiment puissant, c'est si tu arrives à transformer tes contributeurs en ambassadeurs. Et c'est là où c'est très différent d'une démarche de prévente classique qu'on peut faire avec un Shopify, c'est que quelqu'un qui préachète sur Shopify, ensuite il va jamais le partager. Voilà, il fait un acte de préachat. T'as rien, d'ailleurs, t'as pas de features sur les plateformes parce que Shopify a une feature de prévente. T'as rien qui participe à inciter les gens à partager la campagne autour d'eux. Alors que sur Ulule, c'est designé pour. On t'incite à laisser des commentaires, on t'incite à partager, et la jauge et l'objectif à atteindre dans un laps de temps donné est une mécanique psychologique qui incite à ça. Et donc ça se génère avec des news que tu publies sur ta campagne. Dès que tu publies une news, tous les contributeurs la reçoivent, ou toutes les personnes qui se sont inscrites pour suivre la campagne. Et donc, dans les news, tu vas pouvoir tenir au courant du projet, tu vas pouvoir raconter les coulisses, tu vas pouvoir expliquer, maintenant que tu as atteint 200%, ce que tu feras si tu as 500%. Et donc, tu vas pouvoir systématiquement rappeler que tu as besoin des contributeurs et que maintenant qu'ils t'ont aidé financièrement, c'est génial, mais que s'ils partagent autour d'eux, ça va t'aider d'une façon incroyable parce que ça te permet de toucher encore plus de monde. Donc là, c'est tout un travail, l'amplification, où pour moi, le truc le plus puissant, c'est de réussir à créer une relation aussi personnalisée que possible avec tes contributeurs. S'ils se sentent considérés au point d'avoir le sentiment qu'ils font partie du bateau, que c'est un peu leur histoire à eux aussi, c'est là où ils ont le plus envie d'aider ce bateau à aller loin. C'est leur histoire à eux, ils l'ont aidé à voir le jour, ils ont été parmi les premiers à y croire. Et donc, évidemment, être dans une success story plutôt qu'un truc qui galère, ça les aide à avoir envie de partager. Raconter des choses excitantes, faire du storytelling, ça les aide. Et tout ce que tu fais pour être réactif et pour avoir de l'interaction aussi personnalisée que possible. Donc pour moi, on est vraiment dans du aussi conversationnel que possible. S'ils ont l'impression d'avoir une relation privilégiée avec l'équipe ou les personnes de l'équipe qui sont derrière, évidemment, ils ont beaucoup plus envie de pousser les curseurs que si
Voilà, ils reçoivent des communications qui sont généralisées. Donc ça se joue via interactivité et réponse aux commentaires. C'est pour ça que ça bouffe du temps. Il faut avoir quelqu'un qui répond, si possible, aux commentaires. Quand tu as 8000 contributeurs, nous, c'est très incitatif sur Ulule, potentiellement, tu as 8000 ou 9000 commentaires. Tu pourras peut-être pas répondre à tous, mais quelqu'un qui a une réponse à un de ces commentaires, il a une notification email, bah, potentiellement, pour lui, ça change le truc. Putain, c'est vachement sympa. Ils ont pris la peine de me répondre. C'est de la réassurance, c'est de la confiance. Exactement, okay. Exactement. Pareil pour l'email personnalisé. Pareil, évidemment, pour répondre rapidement à toutes les questions. Et donc ça se joue vraiment en cours de campagne sur beaucoup de conversationnel, beaucoup de news, d'interactivité, et faire rentrer dans toutes les news. Ce qui est clé, c'est de faire rentrer en fait les contributeurs dans l'histoire. Souvent, en fait, ils sont pas là juste pour faire un acte d'achat, ils sont là pour soutenir une entreprise qui leur plaît, qui défend des valeurs qui leur plaisent. Et plus ils ont l'impression d'être une petite souris qui est avec vous dans les coulisses, plus c'est une histoire qui devient excitante pour eux. Et plus ils sont susceptibles de partager. Voilà, et donc ça, c'est une clé de voûte hyper importante, qui est parfois un peu oubliée par les porteurs de projets qui se focalisent sur la technique marketing, qui se focalisent sur l'acquisition de leads, qui se focalisent sur les pubs, et qui délaissent un petit peu la puissance de ça, de ce relationnel. Ce qui est très bien fait par des porteurs de projets qui sont pas technique marketing et qui du coup se basent que là-dessus. Et en fait, le mieux, c'est d'avoir les deux. Un bon mix des deux. Ouais. Pour les transformer en ambassadeurs, alors qu'ils n'ont pas encore le produit, il y a différentes techniques, mais il y a potentiellement, je sais pas, de l'affiliation ou des paliers à atteindre. Ouais, exactement. Alors ça, c'est créer des incentives, c'est très puissant au-delà du conversationnel. Alors, en chaussures, c'est pas, enfin, si tu peux le faire en chaussures. Imagine, on va prendre une chaussure, un produit. Tu peux dire, OK, si on atteint, vous avez tous contribué pour 120 €. La paire de chaussures, elle a 120 €. Si on atteint 1000%, chacun d'entre vous aura une paire de lacets en plus dans sa boîte de chaussures. Vous n'avez rien à payer en plus. On vous l'envoie, c'est cadeau, parce que vous nous avez aidé à atteindre ça. Voilà, c'est tout con. Pour le même prix, je donne pas plus. Je sais que j'aurai mieux. Donc potentiellement, j'ai une initiative. Alors peut-être que cette initiative n'est pas suffisante. Là, j'ai donné un exemple. Il n'y a pas de tracking. Tu remercies tout le monde. Alors ça, c'est une mécanique où tu remercies absolument tout le monde. Ok. Voilà. Mécanique assez simple. Tu peux imaginer plein de formes. Tu peux dire, OK, si on atteint... T'es pas obligé d'être sur du produit. Si on atteint 500%, tous les contributeurs qui ont contribué à partir de 100 €, donc là tu mets un petit seuil parce que peut-être que ceux qui sont à 50, ça va leur donner aussi envie d'augmenter leur panier, seront invités au lancement à un pot dans nos bureaux, un pot informel pour rencontrer toute l'équipe. On vous raconte toute l'histoire. C'est tout con, c'est sympa, c'est du relationnel, mais en fait quand t'as une histoire qui te plaît, bah t'as peut-être envie de faire partie de ça et ça t'incite encore une fois. Pour être dans du plus technique et dans du plus potentiellement monétaire, tu peux aussi faire des mécaniques d'affiliation. Alors aujourd'hui, faut nous demander pour le faire parce que c'est pas accessible directement dans le back office. Le tracking est en place, on peut t'expliquer comment faire des UTM, mais ensuite pour voir quels sont les contributeurs qui ont permis de générer quelles contributions, faut nous demander. On va le rendre accessible à tous parce que c'est un outil très puissant. Tu peux générer des liens de tracking et du coup en fournir à tes contributeurs ou en fait tout simplement via les boutons de partage quand vous êtes logué sur votre profil Ulule en tant que contributeur. Si vous utilisez les boutons de partage réseaux sociaux du site, on est capable nous de voir ce que ça a permis de générer. Alors modulo aujourd'hui le tracking avec l'acceptation des cookies. Bien sûr. Où il y a un taux d'acceptation des cookies qui a vachement baissé aujourd'hui, qui est à 55% à peu près. Donc tu as quand même des pertes de tracking. Mais là-dessus, tu peux créer des mécaniques de concours ou d'affiliation pour tes contributeurs en leur disant mes top 5 contributeurs qui m'ont généré le plus, ceux-là, vous avez telle récompense. Donc là, tu peux imaginer du monétaire, tu peux imaginer plein de trucs, du goodies, etc., etc. Je fais une parenthèse, mais ça doit être une monstre de bécane, la tech derrière. Ulule, ouais, c'est costaud. Enfin, Ulule comme toutes les autres plateformes. Non, mais en fait, les gens se disent non, c'est facile de faire une plateforme de crowdfunding. Non, en fait, c'est chiadé. Putain. Il y a du paiement, t'as du contenu, t'as beaucoup. Oui, puis t'as plein d'éléments déclencheurs, t'as des catégories, t'as des paliers. Ouais, c'est assez costaud en fait comme site. Ouais. Tout ce qu'il y a derrière cette petite page. Un exemple que j'ai vu récemment qui était très cool aussi, c'est Native Union. Très très beau produit et super épisode que je vous recommande d'écouter sur le panier il y a pas longtemps, qui vient de lancer une campagne de crowdfunding pour un sac à dos. Il lance un sac à dos qui est vraiment très cool sur une plateforme concurrente, mais qui a envoyé des sacs en amont de la campagne à des influenceurs ou à des gens, tu vois, qui potentiellement avaient un bassin d'audience. Ça se fait pas mal. Et du coup, nous on a reçu Stéphane, mais du coup on l'a tweeté, on l'a mis sur Insta et voilà, ça a bien marché. Vous avez de la considération, vous avez envie. Exactement, on a envie de participer à ce succès et puis de rendre aussi. Voilà. Alors ça peut fonctionner sur du test produit en amont. T'en as des démos de produits en live aussi. Ça aide parce que parfois quand on a eu des vélos, tu vois, en pré-vente sur Ulule,
Les gens, tu leur dis, ok, je fais une démo tel jour dans tel lieu, venez pour ceux qui veulent tester le vélo. Et parfois, c'est des gens qui ont déjà contribué, mais qui sont contents de venir et qui, au passage, du coup, comme ils te rencontrent, ils vont faire peut-être un partage, un tweet, un Facebook, Insta ou autre, et donc te générer de la communication. Autre truc sur les mécaniques d'affiliation et de tracking, tu peux en faire pour transformer tes contributeurs en ambassadeurs, mais tu peux le faire aussi pour bosser avec des pros et aller voir des médias spécialisés dans ton domaine ou des influenceurs, réseaux sociaux, et créer un deal avec eux en leur disant, moi, je te rémunère directement la performance. Tu me génères tant, je te reverse tant. Voilà. Donc ça peut être des choses qui se font aussi avec ces outils de tracking. Ça, c'est sur la partie amplification que moi je peux gérer directement via ma campagne et mes ambassadeurs potentiellement, transformer mes premiers acheteurs en influenceurs. J'ai évidemment ensuite d'autres leviers marketing, notamment les RP, par exemple. RP, alors beaucoup de choses à faire. Généralement, les porteurs de projets manquent de temps. Donc, ce que je recommande toujours, c'est focalisez-vous sur les médias digitaux. Super d'avoir du papier, de la presse. Super d'avoir la radio. Mais les gens ne sont pas devant leur écran quand ils sont là-dessus. Donc, ils ne sont pas à un clic d'arriver sur votre page. Donc, dans votre allocation de temps, commencez par du digital. L'auto-transfo est meilleur. Et ensuite, si vous avez le temps, faites d'autres types de médias. Voilà, c'est juste une question de focus. Ça se bosse idéalement en amont parce que tout ce qui est RP, ça prend du temps parfois de déclencher un truc qui va tomber au bon moment pendant la campagne. Donc, idéalement, c'est un truc à bosser pendant la phase de préparation. Qu'est-ce que je leur dis ? Il faut leur parler. C'est quoi l'accroche ? L'accroche, c'est hyper variable d'un projet à un autre. Souvent, c'est histoire entrepreneuriale qu'il y a derrière et pourquoi vous faites quelque chose qui est particulièrement intéressant. Je pense en RP, j'en sais rien, Zeta qui avait cartonné. Elle était une jeune entrepreneur, tu vois, qui était encore étudiante ou à peine sortie de ses études, qui veut faire des baskets en matière issue de résidus de raisin. Bon, t'as une histoire potentiellement intéressante avec une entrepreneur qui accroche et qui raconte quelque chose de différent. Donc, en quoi ton histoire elle est différente, elle est intéressante, elle répond à des attentes sociétales et pourquoi c'est une histoire qui est passionnante. Et alors l'histoire est passionnante, l'or est passionnant. Je vous invite à écouter cet épisode, c'est très cool. Zeta ou Zeta, je sais jamais, mais Zeta. Je dis Zeta. Ouais, ok. Elle a fait un article d'ailleurs, 5 conseils pour réussir sa campagne de crowdfunding. Donc vous cherchez Zeta et Ulule et vous trouvez l'article. Mais surtout quand on va dans News, je vois qu'elle a eu des articles sur actu.fr, sur Madines, sur France 3 Régions. Donc c'est plutôt cool. Ne sous-estimez pas ce canal, ça coûte souvent pas grand chose, ça prend du temps, il y a moins d'assurance d'avoir des articles à la fin, mais pour la demi-journée que ça va prendre de contacter 40 journalistes en direct, parce que le RP on n'en parle jamais assez, mais ça doit être aussi du personnalisé, sinon ça marche pas. Il suffit pas d'envoyer un PDF. Ça vaut potentiellement le coup, quoi. Ouais, ça vaut le coup. En fait, le plus important pour moi, c'est si vous passez du temps là-dessus et faites du ciblé, c'est-à-dire qu'il faut mieux contacter 5 journalistes ou influenceurs super ciblés sur votre domaine sur lequel vous faites du personnalisé, plutôt que d'envoyer un communiqué de presse informel à toutes les chaînes de télévision de la Terre où vous aurez 0 répondant. Voilà, c'est clair. Cool. On arrive, ça fait déjà 1h15 qu'on se parle, tu vois, il y a tellement de choses à dire, c'est top. La campagne se passe. Alors faut relancer. Voilà, les gens ne contribuent pas du premier coup. Profitez des derniers jours de collecte pour vraiment jouer l'effet d'urgence. Il n'y a plus de procrastination. Parfois, je reçois un email, je me dis, OK, il me reste 20 jours, c'est bon, je regarderai plus tard, j'ai autre chose à faire. Dans donc les news en cours de collecte, donc c'est les news, à chaque fois, je rappelle, vous publiez une actu sur votre projet qui est envoyée par notification email à tous vos contributeurs et toutes les personnes qui se sont inscrites pour suivre la campagne, et potentiellement que vous relayez à toutes les leads que vous aviez acquises mais qui n'ont pas encore transformé. Vous vous mettez à accélérer en fin de collecte. Et sur les 3 derniers jours, c'est une news par jour, et potentiellement le dernier jour, c'est 2, voire il y en a parfois qui font 3 news. Voilà. Par jour. Sur le dernier jour. Sur le dernier jour. Ça peut être trop. Faites attention. Faut pas que ce soit trop, mais sur les derniers jours, ça peut être une news par jour. Vous êtes dans l'effet d'urgence. Donc vous devez, c'est là où il faut maximiser, les gens comprennent en disant waouh, pour lui. Dernier jour, plus que 6 heures, plus qu'1 heure, c'est maintenant ou jamais. Okay. C'est maintenant ou jamais, faut jouer cette carte-là à fond pour. On joue la sensibilité ou pas? Aidez-moi. Alors le aidez-moi. Pour moi, il faut plutôt toujours être dans une histoire qui est aider la planète, quoi, ou aider mon projet. Non, dans une histoire qui est excitante plutôt que d'être dans un truc de supplication. Je pense que ça fonctionne mieux. Mais chacun a un peu son style en termes de communication. Il n'y a pas de recette totalement miracle là-dessus. En tout cas, voilà, faut accélérer sur les derniers jours. Quand c'est, alors parfois c'est un peu dur, parfois c'est nos plus proches amis qui sont les derniers à contribuer. Très puissant. J'ai parlé de l'email parce que c'est le plus utilisable sur tous les canaux, enfin toutes les personnes.
SMS supra puissant pour les gens que vous connaissez bien. WhatsApp aussi, voilà, ça fonctionne bien. Plus vous êtes dans une communication directe, plus c'est puissant. Généralement, vous pouvez pas le faire avec des gens que vous avez acquis sur des campagnes méta en termes de lead. Mais voilà, c'est. Non, mais c'est bon à savoir dans la préparation de la campagne et dans l'embasement. Un email, pourquoi pas un téléphone, si les gens acceptent de le laisser, ça peut vous servir plus tard. Ouais, ça peut. Si Après, du acceptent, SMS, quand c'est pas des proches, je pense que c'est un peu plus casse-gueule. Faut bien le faire. Voilà. Bon, ils ont accepté de le donner un jour. S'ils ont accepté de le donner un jour, pourquoi pas. Ouais. En tout cas, dans les rappels, voilà, super Ne important. soyez pas timide jusqu'à 3 rappels le dernier jour, mais en tout cas, n'hésitez pas à le rappeler plusieurs fois. Si tu n'oses pas rappeler, de toute façon, si tu n'oses pas un peu insister, c'est quand même compliqué de faire du crowdfunding, quoi. Faut être capable d'un peu insister. Et en même temps, quand t'as quelqu'un qui a reçu un email il y a 30 jours et puis que tu vas ensuite relancer plusieurs fois, enfin, si à la base il avait accepté de laisser son adresse email, c'est pas aberrant de pouvoir le relancer. Faut toujours être dans le juste milieu. Donc là, bon, il y a pas de recette totale en termes de dosage. Faut pas tomber dans le spam et le harcèlement, mais il faut pas non plus tomber dans le truc où t'envoies 2 mails dans la campagne et c'est tout, quoi. Ma campagne se passe et parce que j'ai suivi tous ces conseils, entre autres, et que j'ai eu un coup de chance, j'ai cartonné. T'as cartonné, t'as fait une super bonne campagne. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que comme Inga, je peux prolonger ? Alors tu peux faire des prolongations, c'est une fonctionnalité maintenant qui est ouverte à tous sur Ulule. Avec toujours le 6% le 8% toujours. de TTC ? Ouais, exactement. Tu vas par défaut... T'as un exemple là de campagne prolongée, voire... Qui sont live. Ouais. Normalement, si tu vas dans les filtres de popularité... Parce qu'en fait, on a fait rebouger le truc parce qu'il y en avait trop qui remontaient. T'es en version anglaise, c'est marrant. Mon navigateur est en anglais. Ah bah c'est pour ça, alors on a détecté ça. Alors tu vas en avoir moins parce qu'on a quand même beaucoup plus de projets en français. On est en train de chercher, on est sur ulule.com, je suis allé sur voir tous les projets. En popularité, mais en fait on a fait rebouger le truc parce que dans les... Fini, il y a 11 heures. Ah non, c'est que celui-là, il reste... C'était pas un qui est en prolongation. Je crois que tu vas devoir raccourcir au montage parce que ça fait une séquence. Non, mais c'est pas grave. C'est une séquence un peu longue. Du coup, Mais tu peux les voir, ils sont encore visibles sur la plateforme. Ouais. Donc l'URL est encore accessible. Alors l'intérêt de toute façon, c'est qu'il y a toujours plein de retardataires. Même si vous avez relancé, il y a toujours des gens qui arrivent le lendemain, le surlendemain, parce qu'ils ouvrent leurs emails trop tard, parce qu'ils regardent trop tard. Et donc ça vaut toujours le coup de faire une petite phase de prolongation pour rattraper ces gens-là. Mais si vous voulez continuer à vous en servir comme parce que parfois t'as pas tout de suite ton e-shop et en fait tu t'aperçois que t'as des URL qui sont super bien rankées, t'as de la communication si t'as réussi à avoir de l'RP qui continue à t'envoyer du monde, c'est un peu dommage de pas pouvoir continuer à engranger des précommandes. Donc du coup la fonction de prolongation, ça permet de continuer à faire venir ces personnes-là et à engranger des précommandes. Inga, ils avaient fait le choix eux de carrément continuer à pousser de la pub pendant cette période-là. Il y en a qui le font, c'est pas du tout obligatoire. Dans tous les cas, pour rattraper les retardataires, c'est très bien de faire une petite période de prolongation, de 15 jours minimum. Et après, tu peux l'étendre sur plusieurs mois si tu le souhaites. Ok. Et du coup, on peut commander en ligne. Enfin, je reçois les commandes. Enfin, j'ai mon e-shop, quoi. Alors, c'est un e-shop simplifié, c'est-à-dire que ensuite, ça rentre dans ta liste de contributeurs. Et tu as un magnifique fichier Excel ou CSV qu'ensuite tu vas pouvoir exporter pour ça, mais qui est multi-trié dans tous les sens pour voir les adresses, les contreparties, etc., etc. Ok, mais dans l'absolu, je suis pas technique et j'ai pas envie de faire mon Presta ou mon WooCommerce ou mon Shopify. Tu peux l'utiliser. Combien de temps ? C'est limité dans le temps ? Alors, no limites, sauf que nous, en termes de transfert des fonds, tu reçois un premier transfert de fonds à la fin de ta campagne et ensuite un deuxième transfert de fonds à la fin des prolongations. Ah. Donc tu fais pas du transfert de fonds mensuel. Okay. Donc potentiellement au bout d'un moment non, ça joue, tu te dis bon, je vais peut-être passer sur une autre plateforme, quoi. Faut que je transfère la trésor. Donc ça c'est les prolongations, mais si ma campagne est finie, que je fais pas de prolongation et que je passe en commande, l'enfer des premières années du crowdfunding il y a 15 ans, c'était que les commandes qui mettaient du temps à se produire. Alors ça c'est j'imagine qu'il faut tenir au courant faut tenir au courant avec des news hyper importants. Alors sur des projets, on va pas se raconter d'histoire, c'est des projets. Il y a très souvent des imprévus. Pas toujours, hein. T'as des porteurs de projets qui sont maintenant hyper carrés, qui connaissent la musique par cœur. En fait, ils ont quasiment leur production qui est prête à appuyer sur le bouton. Ils attendent que la trésor. Mais pour ceux qui sont moins aguerris et qui n'ont jamais fait une première production, en fait, ils ont des galères. Et ils se rendaient pas compte que, merde, il allait y avoir un problème sur la teinture, flûte, il y a ça. Tiens,
Tiens, j'avais pas pris en compte que la logistique, ça prenait du temps. Et donc, il y aura sans doute des imprévus qui génèrent des retards, donc il faut tenir au courant les gens. Donc évidemment, publier dès la fin de la campagne des remerciements. Et ensuite, ne pas tomber dans un truc où tu as surcommuniqué pendant ta campagne. Et ensuite, du jour au lendemain, il n'y a plus de son, plus d'image. Ouais, pendant un mois, 2 mois. Donc, il faut continuer à tenir au courant parce que, alors, un autre truc à comprendre, c'est qu'en fait, une campagne de financement participatif, c'est pas qu'un outil de prévente, c'est un outil qui permet de créer une relation différente à des clients parce que tu les transformes en ambassadeurs. Ces gens-là, à long terme, c'est une valeur en or pour ton entreprise. Donc, en fait, il faut continuer à maintenir le lien avec eux avec une intensité, une régularité qui est moins forte, mais qui est quand même présente. Donc, post-campagne, à minima, de toute façon, nous, c'est incitatif. Tu as des rappels automatiques si on détecte que tu n'en publies pas. C'est à minima une news par mois. Voilà. Sinon, tu te prendras des rappels Ulule qui dit oh, t'as oublié là, t'as pas fait de news, etc. Bon, t'écoutes pas, mais il faut le faire. Truc très important, dès qu'il y a des galères, ne pas attendre que les galères s'accumulent et que tu vois que tu vas avoir 6 mois de retard pour commencer à en parler. Oui, prendre le sujet à bras le corps et le préempter. Tout de suite expliquer, tout de suite le préempter. Et si jamais tu arrives à ça et que tu n'avais pas communiqué dessus, ne pas faire l'autruche. Parce que le pire, c'est quand tu ne communiques pas et où là, c'est là où les contributeurs deviennent fous parce qu'ils ont l'impression qu'on est en train de les arnaquer. Donc nous, dans ces cas-là, évidemment, on nous contacte. Donc nous, on fait de la médiation, on va voir les porteurs de projets, on les contacte pour essayer de comprendre ce qui se passe et on leur explique que non, justement, il faut qu'ils communiquent et qu'ils expliquent parce que sinon, c'est là où les gens vont péter les plombs et les pourrir sur tous les réseaux sociaux, etc. Et que c'est une vraie catastrophe pour eux. Alors que souvent, quand tu prends la peine d'expliquer, en fait, les gens sont assez compréhensifs. C'est des galères, c'est pas de la malhonnêteté, t'as des galères, quoi. Monter un projet, créer quelque chose de nouveau, pour tous ceux qui ont déjà fait de l'entrepreneuriat, c'est complexe, en fait. Et si tu l'expliques, les gens sont généralement très bienveillants. Si tu ne l'expliques pas, et que les gens ont l'impression que t'es en train de cacher les choses, là, c'est un petit pourcentage, mais t'en as un petit pourcentage potentiellement qui deviennent zinzin et qui le prennent extrêmement mal, bon, un peu à juste titre, et qui vont potentiellement te pourrir la vie. Donc c'est important de communiquer régulièrement, en toute transparence, en expliquant les choses, jusqu'à livraison. Ouais. Et puis ensuite, tu vas avoir du SAV client. Le SAV client, quand vous faites du shipping, les taux de SAV, c'est du 5 à 10%, on va dire 7% en moyenne. Bah, ça veut dire que si tu envoies 1000 colis, tu sais déjà, tu auras des galères sur 70 colis. Des trucs qui arrivent endommagés, des trucs qui n'arrivent pas, des trucs où les gens sont pas allés le chercher. Et donc, quand tu es sur des grosses volumétries, les gens s'y attendent pas. Potentiellement, il faut avoir pris un peu de temps pour gérer ça. Il faut pas tomber dans un effet panique quand tu n'as jamais géré de SAV client. Ça paraît, tu te dis, waouh, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe quand on le voit? Bah non, en fait, c'est juste normal, c'est des stats. Et donc ça, faut un peu être au courant de ça aussi. Et allouer du temps pour gérer ça correctement. Le prévoir, allouer du temps, potentiellement commander un peu plus, enfin ne pas repasser 3 mois de généralement la production via Ulule, tu collectes plus de fonds, enfin en termes de, ça te permet quasiment toujours, t'intègres des marges, ça te permet de financer une production qui est plus grande. Mais effectivement, c'est bien d'avoir gardé pour des trucs qui arrivent cassés, défectueux ou que sais-je, d'avoir gardé pour pouvoir faire des renvois. Ouais, c'est une bonne chose. Ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui soient mécontentes. Nous, là, c'est ce qu'on recommande. Plutôt que d'avoir une personne mécontente où tu t'enfermes dans le truc, à lui dire mais non, c'est toi qui n'es pas allé chercher ton colis. Nous, on recommande vraiment aux porteurs de projet, ok, en fait, remboursez. Ça va vous éviter potentiellement une galère de dingue avec quelqu'un qui va vous pourrir la vie, qui va vous créer une charge mentale de folie et peut-être vous pourrir publiquement. Peut-être que ça vous coûte un peu d'argent et que vous pensez qu'il est un peu de mauvaise foi parce qu'en fait le colis vous l'avez bien envoyé, qu'il aurait dû aller le chercher, que c'est de sa faute. Mais en fait, simplifiez-vous la vie, quoi. Honnêteté et transparence voilà. Et généralement ça choisir ses combats, quoi. Et choisir ses combats et tenir les gens au courant. Et si vous faites ça bien, derrière pour la vie de votre entreprise, c'est génialissime parce que les personnes quand ils reçoivent le colis, potentiellement c'est un peu leur bébé à eux aussi. Ils le prennent en photo, ils le partagent sur les réseaux sociaux, ils vous envoient des remerciements. Et le jour où vous sortez d'autres gammes de produits, en fait, ils font partie de l'aventure avec vous, donc ils vont continuer à vous suivre. Arnaud, c'était formidable. Ça doit faire partie des épisodes les plus longs. Je trouve ça très cool. J'espère, chères auditrices, chers auditeurs, que ça vous a plu. Comment je fais pour en savoir plus? Ulule.com, lancez-vous. Ou moi, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou si vous avez un projet sur arnaud@ulule.com. Voilà, je vous enverrai vers nos spécialistes en termes de coaching. Laurent me dit non, fais pas ça. Non, le mec l'a fait, il a osé. Cet épisode n'était pas sponsorisé, mais comme Ulule est une plateforme importante en France, la plus importante, l'une des plus importantes, j'étais heureux de te recevoir. Et comme surtout beaucoup d'invités du panier sont passés par là, j'étais heureux de te recevoir. Arnaud Burgot, B-U-R-G-O-T, sur LinkedIn, assez facile à trouver, directeur général du LUL. Il a donné son adresse il y a 3 minutes, je la redonne pas, c'est son... J'aurais peut-être pas dû. Mais si, très bien, ça coupera pas au montage.
Merci infiniment. Merci à toi, Laurent. Et merci à vous tous. Bonne journée. Toutes et tous, pardon. Bonne journée. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causeavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.